Excellent après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 après un bon week-end, du moins je l'espère. C'est reparti pour une nouvelle semaine en ce 4 juillet sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h pour votre émission de référence. Ça s'appelle évidemment et comme chaque jour le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2. Voici le programme très chargé. On va parler évidemment tout à l'heure de l'hôpital. Faut-il un plan Marshall pour l'hôpital? Le nouveau ministre de la Santé, effectivement, qui d'ailleurs est un médecin, eh bien, nous a indiqué dans les passations de pouvoir qu'il allait s'y atteler. Il y a urgence, dit-il, pour sauver l'hôpital. On verra s'il faut véritablement un plan Marshall. Nous passerons un petit coup de fil pour prendre acte et cause d'une action organisée par BDS. Nous aurons Mounira tout à l'heure. En matière de sport aussi, on va s'intéresser à ce qui va se passer au Cirque d'hiver le week-end prochain, les 9 et 10 juillet prochains, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain. C'est du MMA dont il s'agit si vous êtes amateur. On aura l'organisateur de ce grand spectacle Cirque d'hiver ce week-end au téléphone tout à l'heure. Le nouveau gouvernement est connu depuis ce matin. Macron à l'épreuve du feu quand on prend les mêmes et on recommence. Voilà un petit peu à l'issue d'un nouveau jeu de chaise musical qui s'est produit ce matin à l'issue du communiqué donc du Palais de l'Élysée. Nous annonçons le nouveau gouvernement avec, chose à retenir, Damien Abad qui quitte le gouvernement et Marlène Schiappa qui est de retour mais en tant que secrétaire d'État. Alors c'est vrai que si on y ajoute les secrétaires d'État, ministres et ministres délégués, la parité est totalement au programme 21-21, sauf que si vous enlevez les secrétaires d'État, alors on est vraiment très loin de la parité, et notamment du côté des ministres. Nous en reparlerons évidemment tout à l'heure aussi avec Sabrina Nouri qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Et on va parler de cinéma, et pour commencer cette émission avec le film Héliopolis sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Une partie de l'équipe est déjà là sur France Maghreb 2. Ismaël Boudjekada, élu local. Salut mon Ismaël. Salut, ça va? Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Oui, très bien. Un programme bien chargé encore une fois aujourd'hui à tes côtés. Gamal Abina, comment ça va mon Gamal? Ça va très bien et vous? Fort bien, merci beaucoup. Et nous accueillons donc notre premier invité, c'est Jafar Gassem qui est avec nous. Il est réalisateur. Bonjour Jafar. Oui, bonjour l'équipe, bonjour François. Christophe. Voilà, c'est mieux. Ouais, François, c'est pas mal, mais non, c'est pas mon blaze. Jafar, bienvenue à vous, mon cher Jafar. Alors, vous êtes venu nous présenter un film qui est sorti en 2020 et qui a même été présélectionné aux Oscars. Héliopolis, qui sera diffusé ce mercredi et ce jeudi. Alors, mercredi au CCA, c'est-à-dire le Centre culturel algérien, ainsi que jeudi. Et jeudi aussi à l'Institut du monde arabe. Le film s'appelle Héliopolis. Le synopsis, monsieur Gassem. Le synopsis, j'aime bien. Ouais. C'est l'histoire, c'est une fiction basée sur des faits ayant existé dans les années 40, dans l'Algérie coloniale, dans une bourgade à Guelma, dans une ville connue qui s'appelle Héliopolis, un petit village. 5 km de Guelma, c'est ça? Enfin, j'ai pas compté les kilomètres, mais quelques encablures, oui, pas loin. On va dire que c'est une histoire intimiste, une histoire humaine d'abord, et voilà, et une fiction aussi que je voulais décrire dans ce film où l'on parle des raisons qui ont conduit donc au mouvement surrectionnel du 8 mai 1945. Ce qu'on appelle ici l'autre 8 mai, évidemment, pendant que les uns faisaient la fête pour... évidemment ce qu'on appelle la libération et d'autres se faisaient tuer, notamment dans cette région d'Algérie, à Sétif, Guelma et Khalata. En Algérie, il y a eu des milliers de morts. Hein. Est-ce qu'on a un chiffre d'ailleurs? Oui, côté algérien, on annonce 45 000 morts. Ouais. Ça a duré plusieurs mois d'ailleurs. Ça a duré plusieurs semaines et quelques mois, on va dire, et on ne peut pas compter exactement le nombre, vu les exactions qui étaient quand même commises d'une manière assez violente, à partir du 8 mai, à partir de la fameuse marche qui a tourné au drame, et jusqu'à plusieurs semaines après. Il y a eu d'ailleurs aucune, là je m'appuie sur Gamal Abida qui connaît bien un peu cette période, il n'y a eu aucune reconnaissance de cette date tragique du 8 mai 1945 par l'institution française?
Non, toujours pas. C'est un crime, c'est un vrai crime colonial d'État. Hein. C'est un crime qui est consécutif. Alors on peut expliquer rapidement en substance ce qui s'est passé. Hein. Donc le 8 mai 45, alors que des troupes nombreuses africaines et nord-africaines au sens large du terme, hein, donc ça inclut les Sénégalais, les Maliens, les Marocains, Tunisiens, Algériens, vont renforcer les faibles troupes françaises pour libérer face à l'occupant nazi l'Europe. Ils se battent à Monte Cassino, ils se battent sur tous les fronts, ils sont de la chair à canon, ils sont envoyés littéralement au casse-pipe. Pendant ce temps-là, on leur promet, avant qu'ils soient envoyés là-bas, on leur promet que l'Algérie aura un statut un petit peu autonome, indépendant. On reconnaîtra leur couleur, c'est un peu ce qui est promis. Et en vérité, ils reviennent d'une guerre victorieuse, et le jour de ce fameux 8 mai 45 est un jour de fête en Europe, puisqu'ils célèbrent la fin de la guerre, le 9 mai pour les Russes d'ailleurs, il faut le savoir. Eh bien en Algérie, il y a une manifestation spontanée dans 2 villes. Il faut savoir que cette manifestation a été refusée par le FLN, enfin l'ancêtre du FLN qui a dit ne manifestez pas parce qu'on s'attend à des massacres. C'est-à-dire que déjà ils avaient envisagé ça. Donc finalement il n'y a que 2 villes qui ont fait cette manifestation, dont le fameux Sétif, au cours de laquelle un jeune scout algérien sort les couleurs nationales du drapeau et se fait tirer dessus sauvagement par un membre des forces de l'ordre, considérant que ce drapeau n'a pas sa place en terre coloniale française. Et donc ça donne lieu à un massacre d'une centaine de colons à la suite de cette mort-là, puisque ça finit par une émeute. Une centaine de colons sont tués, et en représailles, les Européens, avec l'armée qui combine et la police, vont massacrer au cours de, on parlait de semaines, de 2 mois, pendant 2 mois, entre, on estime 40 à 45 000 morts. Pourquoi on dit ce chiffre? C'est les autorités américaines qui l'ont relevé, non pas algériennes, qui disent qu'on estime qu'il y a 45 000 morts. Et en substance, ce crime n'est pas reconnu parce que c'est un crime qui est 2 fois une tâche pour l'histoire de France. D'abord parce que quand les combattants algériens qui reviennent d'Europe arrivent et ont laissé leur famille pendant qu'ils se battent, reviennent, voient leur famille massacrée alors qu'ils sont là pour, soi-disant, sauver la France de la barbarie, ils se rendent compte que finalement ils sauvent la France d'un pays qui se comporte aussi comme des nazis. C'est un peu la perception des choses. Et surtout, et c'est le plus important, parce que c'est un crime dans la mesure où il y a des massacres faits par la population, c'était attendu, mais par la police, par la gendarmerie, par l'armée et par les autres autorités de l'État qui luttaient contre le nazisme. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Et donc ça donne le sentiment qu'il y a à la fois chez nous, on appelle ça jour de paix, jour de fête et jour de deuil, une méconnaissance, voire un refus de reconnaissance de ce crime qui a été massif. Et ce crime a donné lieu à, écoutez bien, je ne plaisante pas, à une concentration. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le principe des camps de concentration des Algériens qui ont été concentrés pour les empêcher de manifester dans des camps de regroupement, ils appellent ça regroupement, mais c'est concentration, et ça a tué beaucoup de personnes. Tous ces éléments-là sont constitutifs du fondement de la révolution algérienne, parce que la plupart des grands leaders de la révolution se sont dit on ne peut pas négocier avec eux, on ne peut pas discuter, politiquement ça ne passe pas, ils sont sans pitié, ils nous massacrent tous les 10 ans, on prend les armes, et 9 ans plus tard, 9 ans exactement après, c'est le démarrage de l'insurrection, le 1er novembre 54. Alors pourquoi avoir choisi de ce sujet-là pour faire un film, Jafar? C'était... pour ne pas oublier, pour qu'il y ait une trace de l'histoire, de ce qui s'est passé, c'est exactement, pour qu'il n'y ait pas oublié, mais aussi de ma part, en tant qu'Algérien, en tant que cinéaste, il est de mon devoir de participer à cet élan cinématographique. Je ne me considère pas comme historien. J'ai pris ces événements vraiment en background, c'est-à-dire en arrière-plan dans mon film, qui est encore une fiction, basée sur des faits réels. Et j'avais choisi une famille pour décrire une histoire intime, un petit conflit dans le grand conflit colonial, qu'est les colons. Et il faut savoir faire le distinguo à l'époque. Les colons et l'empire colonial français, les idéologies étaient différentes. Alors le film s'appelle Héliopolis. Voici la bande-annonce. كانت صعيبة في الأول، صعيبة باش نفرض روحي على اللي يقولوا، بصح جي با بيسي لي با. Et j'ai la chance de chauffer des bacheliers. Les indigènes ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك. شو راك دير محفوظ؟ راك مع البيبي يا عمي صدق. فرحة عباس وليزي اليوم يخمو كيما حنايا دوكا. رانا سور لو ميم كومبا. نقدروا ميم نتحدوا سي غون نوفيل نو. L'homme qui réconcilie les indigènes avec la France. L'homme qui complote, oui. بعد على وليدي ما نعرفش نشوفوا معاكم. وليدك في حل وعنده القلب. نورمالمون تفرح به. يعودنا نبويكوتيه. علاش ما نجيبوش الماكسيموم تاع الغاشي باش سيبورتيوه؟ لو كان جيتي في بلاصتي واش ديري؟ انا ما يقدرش يحاوزني. بابا كيضل يشيء تلقاو. كيفاه؟ Le manifeste تاعو une provocation dangereuse اللي قادرة تهلكنا كامل. La France montre à nouveau au monde ce qu'est une grande nation.
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans? L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. وين ما يصير الشعوب يقدر يتبدل راديكالمون. Cette demande est une provocation de plus. L'époque de l'assimilation خلصت. عباد رايحين نكافحوا pour la naissance d'une nation algérienne. Les Indiens ont foutu la pagaille à Sétif. Il y a des morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça? C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous. Bagdad. Dehors, la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. Ça va être un massacre. Ils veulent tous nous exterminer. Si vous voulez survivre, fuyez! Fuyez! أنا الغدوة لما جيت شفت فاميلتكم جمعوا وخرجوا من إليوبوليس. Héliopolis, le film, c'est très fort, hein, évidemment. Alors, on parle beaucoup en arabe dans ce film. Mais c'est normal. Oui, non, mais On j'ai pas parle dit que c'était beaucoup pas en normal. français. Oui. Non, mais c'est un film de contexte. À l'époque, on parlait, les Arabes, les Algériens parlaient arabe et les autres parlaient français. Voilà. Il y a plusieurs fois le mot chasse aux Arabes qui revient dans ce film, c'est vraiment ça. J'étais un peu gentil, hein, j'ai pas voulu être un peu plus, enfoncer le clou, pour ne pas paraître, comment dirais-je, réalisateur qui a un parti pris. Ouais. Oui, c'est la première fois d'ailleurs où la réalité, où la fiction est dépassée par la réalité. La réalité était plus dure. Donc oui, on parle aussi de chasse aux merles à l'époque. Tellement tout ce qui ressemblait à un arabe se faisait tuer. Il y avait un couvre-feu juste après cette journée du 8 mai qui s'est déclenché à Sétif. Après, le lendemain, je pense, c'était à Guelma et après à Kerata, un peu partout dans la région, dans le Constantinois. Et la chasse aux merles, tuer l'arabe était courant et couramment utilisé. Le film a été tourné en Algérie? Oui. Oui. Oui, le film a été tourné entièrement. En fait, logiquement, c'est un film qui est censé être tourné à l'Est, parce que Guelma est une ville à l'Est, mais comme ce n'est pas un documentaire, et je n'ai pas eu besoin de le faire là-bas, parce qu'il n'y a pas, en termes de repérage, je n'avais pas trouvé mon bonheur. On s'est rabattu sur l'Ouest, à Ain Temouchent, où il y a encore des villes coloniales qui sont encore ancrées. Les autorités algériennes vous ont laissé bien travailler? Oui, c'est un film qui est financé par le ministère de la Culture algérienne à 100%. Ok, donc forcément, vous allez bien laisser travailler. Ça a pris combien de temps le tournage? Ça a pris énormément de temps d'écriture, environ 3 ans, 20 versions d'écriture. Après, ça m'a valu 8 mois de prépa et à peu près 3 mois de tournage. C'est un gros budget? Et une année de post-prod. Non, du tout. C'est par rapport à l'Algérie, oui. Mais par rapport à ici, film comme celui-là, il nous a coûté autour de 2,5 millions de dollars. Présélectionné aux Oscars. Exactement, présélectionné aux Oscars. Après, bien sûr, il n'a pas pu aller plus loin, dans le sens où il fallait un lobbying assez fort. Enfin, il fallait beaucoup de boulot derrière. Et comme on n'a pas encore un bon ancrage en termes de distribution, en termes de coproduction, et voilà. En tout cas, ça a le mérite d'exister et franchement d'aller le voir pour ceux qui n'ont pas vu, puisqu'il est sorti en 2020. Il sera diffusé donc ce mercredi et ce jeudi. Vous avez l'heure au CCA? Oui, à 20h, au Centre culturel algérien. C'est de mémoire rue de la Croix-Nivert, dans le 15e. Exactement, très gratuite. Ouais. Et à 20h à l'Institut du monde arabe. Jeudi. Oui, exactement. Voilà. Évidemment, et puis il sera diffusé aussi, vous m'avez dit, à Londres? Oui, il est sélectionné dans un festival arabe à Londres et à Coventry le 7 et le 8 de ce mois. Très bien. Héliopolis, ça s'appelle. Gamal Abina et Ismaël Boudjekada ont certainement beaucoup de questions à vous poser. Le réalisateur de ce film est avec nous. Et puis on parlera aussi de vos projets. J'imagine qu'il y en a plein. Quand on est réalisateur, on est tout le temps en train d'écrire. Toujours. Et encore, peut-être que vous allez nous dévoiler l'un de vos futurs projets qui concernera encore l'Algérie ou pas? Oui, j'aime bien, mais j'ai envie de faire aussi des films qui retracent un petit peu les histoires sociales entre ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, les haragas, comme on dit chez nous, c'est, je veux dire,
Pardon? Les brûleurs de frontières. Ouais, les brûleurs, c'est bien, ouais, brûleurs de frontières. J'ai bien envie de développer ce sujet, mais dans un contexte plus comique que tragique. Oui. Même si c'est pas mal aussi tragique. Pour faire passer les messages. Exactement. Restez avec nous. Jafar Gassem est avec nous, réalisateur du film Héliopolis, aux côtés de Gamal Abina et de Ismaël Boudjekada sur France Maghreb. Le grand forum sur France Maghreb 2, et pour commencer la semaine, rien qu'un bon film, franchement, rien que la bande-annonce, Jafar Gassem qui est le réalisateur de Héliopolis, qu'on vient d'écouter il y a quelques instants sur France Maghreb 2, elle donne envie. On en parlait avec Ismaël, là, ça donne envie, hein, Ismaël, d'aller le voir. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Là, pour le coup, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Puis il y a aussi l'autre 8 mai 45, quand on est parti, enfin, quand le général de Gaulle, a décidé de blanchir les armées françaises. Et donc, c'est assez particulier. J'estime que c'est effectivement important d'avoir ce genre de rappel mémoire, c'est important, effectivement, et ce film en est un bel exemple. Il sera diffusé, donc, je rappelle, gratuit, hein, c'est gratuit au Centre culturel algérien. C'est très sympa d'ailleurs dans l'auditorium du Centre culturel algérien. On est bien assis confortablement, voilà, on passe une bonne soirée. C'est rue de la Croix d'Hiver à Paris, et à l'Institut du monde arabe aussi, qui fait plein de choses d'ailleurs tout au long de cette semaine à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Peut-on dire, Gamal Abina, que le 5 juillet, c'est le 1er novembre qui a permis d'avoir le 5 juillet? Oh oui, tout à fait. Et puis, ce qui est notoire, c'est que lorsque les combattants de la Révolution ont démarré leur combat, l'espérance de vie, c'est 6 mois, il faut être très clair. Donc, ils n'ont jamais pensé qu'ils verraient l'arrivée de l'indépendance. Mais par contre, ils ont pensé qu'ils pouvaient l'avoir. Et pourquoi? Parce qu'on a une grande figure qui a malheureusement été oubliée. C'est le héros, littéralement, du tiers-monde. Hein. C'est Abdelkrim Khattabi. Tous les révolutionnaires algériens se sont référés à ce grand guerrier rifin qui a libéré pendant 6 ans, après qu'il massacre, c'est autre chose, mais pendant 6 ans, il a libéré son territoire du Maroc, le Rif. Et il voulait la libération du Maghreb. Et donc les Algériens ont vu qu'il a réussi à mettre en échec les Espagnols, la fameuse bataille d'Anoual, où ils ont mis au tapis 10 000 Espagnols très bien équipés. Puis ensuite, ils ont mis en échec les Français coalisés avec quelques traîtres qui étaient au Maroc, malheureusement il y en avait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à créer sa république en créant de la monnaie, en créant un État qui était structuré, administré, et ça a commencé à gêner le reste du monde parce qu'il mettait en danger le colonialisme. Donc c'est le premier acte de libération de l'Afrique à commencer chez Abdelkrim Khattabi. Les Algériens, on connaisse très bien le personnage, puis même Ben Bella en parlait régulièrement, ils se sont référés à cet espoir. Et c'est à ça qu'ils sont accrochés pour se battre. Et c'est pour ça que durant 7 ans et demi de massacre, il ne faut jamais oublier une chose, et on est aux 60 ans de la libération, on avait une moyenne de 600 personnes qui étaient assassinées par semaine. Ça veut dire 600 personnes, c'est un Oradour-sur-Glane par semaine. On parle beaucoup d'Oradour-sur-Glane dans la France, avec les nazis, et ben c'est ce qui se passe en Algérie pendant 7 ans et demi. Que les Émouriens et les racistes continuent à nier les crimes de guerre, si ça les arrange, si ça les amuse, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on le sait dans nos familles. Et c'est en cela que le devoir de mémoire, par la création artistique, par la production d'un film comme le vôtre, et je vous félicite pour la qualité du film, parce qu'il est de belle qualité, belle photographie, belle réalisation, les décors sont beaux, les costumes sont au rendez-vous, on est vraiment replongé dans notre Algérie telle qu'on l'imagine dans les récits. Ouais. Et c'est très bien fait. Et ça, franchement, c'est un petit peu dans la droite ligne de ce qui avait été fait à l'époque par l'équipe de Jamel Debbouze, là, quand ils ont réalisé Indigène. Voilà, donc la qualité de l'image est au rendez-vous. Ce qui est dommage, c'est que c'est sorti en 2020, évidemment, donc en plein Covid, c'était un peu à sabrage. Bon. Ça a un peu tué le bateau, mais par contre, j'encourage vraiment tout le monde à aller le voir, parce que moi, j'ai vu la bande-annonce, j'étais vraiment impressionné. C'est pas pour vous faire de la lèche, mais pour le coup, j'étais impressionné. J'ai regardé qui était le réalisateur. Et d'entendre en plus qu'il était algérien, je dis, Tahia El Jazair, on a enfin des gens de qualité. Ouais. Jafar, quand on fait un film comme ça, il faut forcément s'entourer d'historiens. Quelle a été la démarche un petit peu pour avoir le meilleur rendu possible, être le plus proche possible de la réalité? Ouais. Quand on est né post-indépendance, on n'a pas ce sentiment justement d'être entouré d'historiens. On est obligé d'être inspiré, je suis d'accord, mais on n'est pas dans un documentaire. Et puis moi, je crois, je fais partie d'une génération de réalisateurs, et là récemment cinéaste, parce que c'est mon premier long métrage, qui croient que la fiction draine la réalité. Et c'est très important qu'il y ait de la fiction. De toute façon, notre vie est une fiction, en général. Donc, quand on réalise un film comme Héliopolis, on s'inspire de quelques faits et récits, par exemple,
de Péroulou, les massacres de Guelma, etc. Ou un autre livre, j'ai oublié l'auteur, un auteur français. Il y avait aussi des mémoires de, comment il s'appelle, de Benjamin Stora, de Mohamed Harbi, etc. De quelques témoignages de gens qui avaient, jusqu'à il y a quelques années, vécu encore... qui avaient survécu jusqu'à il y a quelques années, des témoins vivants de 87-90 ans qui nous ont raconté comment s'est passée cette période-là. Donc de là, on a écrit notre fiction et on s'est inspiré de leurs récits et des livres pour faire le film. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de nous plonger dans l'histoire avec des faits vraiment comme ce qu'on fait sur un documentaire. Ce n'est pas documenté à 100%. L'idée, c'est de faire, en général, on est dans le projet de faire un film cinéma, un show, un spectacle avant tout. Il faut qu'il y ait une belle image, un bon son, une charge émotionnelle intéressante et importante, sans en faire, bien sûr, sans exagérer. Et c'est ça le plus dur pour moi, c'était d'essayer de rester sur le fil de la fiction pour ne pas trop exagérer les faits réels. C'est ça qui est important. Bon, en tout cas, le résultat est plutôt bien et vous pouvez aller le voir donc, ce mercredi et ce jeudi au Centre culturel algérien à 20h. Projection gratuite, donc n'hésitez pas. Et ce jeudi également à l'Institut du monde arabe à 20h aussi. Ismaël, question pour notre réalisateur Jafar Gassem avec ce beau film que tu, j'en suis sûr, va t'empresser d'aller voir. Oui, effectivement, j'ai hâte qu'il soit diffusé en province, d'abord. Déjà, et donc ce sera juste ma question. Il a été diffusé à Lyon, dans le cadre de Ciné Lumière, il y a quelques mois, 2-3 mois, mois d'avril. Okay. Voilà, c'était une belle projection, on avait droit à un beau spectacle. Enfin, la salle était pleine, c'était pas mal. Mais en tous les cas, moi je me permets de le dire, étant élu local justement dans le Doubs, s'il y a la possibilité d'organiser quelque chose, moi je suis vraiment preneur pour une diffusion, notamment au sein des quartiers populaires, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des séquelles de cette période-là. Même si on ne l'a pas vécu à proprement parler, comme on l'a dit tout à l'heure. On l'a pas vécu, on l'enseigne toujours pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est bien le problème, mais on l'entend effectivement dans nos familles. Mon grand-père m'en parlait. Et donc, en l'occurrence, je pars du principe que c'est aussi important d'assumer toutes les parts de notre histoire, même à travers des fictions, parce que concrètement, c'est calqué quelque part aussi sur une certaine réalité qui a eu lieu. Et vous l'aviez justement très bien dit, c'est que votre film est en dessous même de la dureté de la réalité des faits. Exactement. Donc, partant de ce principe, moi, je suis vraiment preneur s'il y a possibilité d'organiser quelque chose dans le Doubs. Merci, Ismaël. Oui, c'est où dans le Doubs? Montbéliard, Besançon, peu importe, on ira dans une grande ville histoire d'avoir du monde. Très, très bien, très bien. Oui, moi, je souhaite que, c'est le but aussi, que ce film, il est sous-titré en français. Hein. Christophe, tu disais tout à l'heure parler en arabe. Donc, il est sous-titré en français, en anglais et en arabe. J'ai 3 versions. D'accord. Donc, oui, je souhaite que ce film soit diffusé le plus possible en France et un peu partout là, parce que le but c'est pas qu'il soit contenu en Algérie, et c'est aussi le fait qu'il soit reconnu, qu'il soit vu par la diaspora et de par le monde. Là, il est distribué au Moyen-Orient, mais malheureusement pas en Europe parce que c'est un film un peu difficile. Donc, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un distributeur français ou européen. Oui, Gamal Amina. Donc voilà. Moi, j'ai vu un film à l'époque qui s'appelait L'autre Mai 45 de Yasmina Hadi. Ouais, un très bon film d'ailleurs. Voilà. Un film documentaire. Un film documentaire, exactement. Et très bien réalisé, avec beaucoup de témoignages, et qui en dit long. Et je pense qu'effectivement, en termes de. Alors, on a un problème par rapport à la distribution, c'est que pour distribuer un film de ce type, qui a quand même une dimension politique, qu'on le veuille ou non, puisque la France ne reconnaît pas ses crimes, donc c'est compliqué pour elle de parler et de regarder cette image. On se rappelle de la polémique qu'il y avait eu à l'époque avec l'équipe de Bouze. Donc j'ai envie de dire qu'il faut s'accrocher, il faut le diffuser largement. Moi, je viendrai à la projection mercredi avec plaisir. Et surtout, il faut faire en sorte que la jeunesse soit inscrite dans cette histoire et que ce soit dépassionné. C'est-à-dire qu'il faut connaître notre passé. Les parents peuvent emmener les enfants, évidemment. C'est même d'ailleurs tout à fait... Il faut encourager. Encourager à faire venir les enfants. Hein. Voilà, parce que si cette transmission ne se fait pas, la négation de son histoire, c'est se couper ses racines. En substance, je pense qu'il doit être diffusé. Il faut encourager ces initiatives. On doit populariser cette histoire pour contourner l'interdiction qui est faite par les dogmatiques. Actuellement, c'est vrai que Macron est plutôt favorable
au changement de la relation entre la France et l'Algérie, il reconnaît le passé colonial et la barbarie coloniale, mais il y a beaucoup de résistance. Donc c'est vrai que tous ces éléments de production artistique, culturelle doivent être il le reconnaît à demi-mot, pardon. Non, il le reconnaît. Il le reconnaît à Alger, et puis quand il revient en France, il fait un peu marche arrière. Il reconnaît à Alger, et quand il revient en France, il se fait attaquer, c'est pas pareil. Oui, il fait de la politique. Voilà, il fait de la politique. Mais dans les faits, quand un homme dit que c'est un crime qu'il a appelé, lui, contre l'humanité, il a raison, ça dérange les gens parce que les barbares n'aiment pas être qualifiés de criminels. Un criminel est un criminel qui est assassiné et qui n'a pas été poursuivi doit être qualifié comme tel. Et d'ailleurs, récemment, Mediapart a fait une enquête, je vous invite à la regarder, assez extraordinaire. Fabrice Arfi, qui est un homme extraordinaire, a eu connaissance pas des 8 mai 45, mais des massacres du 17 octobre, et a appris que le général de Gaulle a su les massacres. Et écoutez bien, c'est vraiment une claque. On croyait que de Gaulle était complice, pas du tout. De Gaulle a demandé à ce que les policiers soient poursuivis. Donc il y a deux France. Il y a la France de la tête de l'État et une certaine France, Rance en l'occurrence, qui a refusé la poursuite de la police. Elles ont été abandonnées alors qu'ils savaient qu'il y a eu des massacres à une échelle considérable. Donc l'histoire a retenu 5 morts, c'est ce que disait la police. Dans les faits, c'est 300 morts. Jean-Luc Kennedy avait fait ce travail pour l'expliquer. Et il faut populariser cette histoire-là pour pousser le politique à changer de curseur. Ouais. Jafar, c'est quoi les projets par la suite, à part ce film-là qui est diffusé aujourd'hui Moi, je suis à connu Paris et à d'autres pour avoir fait beaucoup de séries à succès durant les ramadans, dans les mois de ramadan de chaque année en Algérie, dans les différentes chaînes télé. Et je fais beaucoup de séries. Donc de séries comédie. Donc j'ai envie de revenir à la comédie. D'accord. Pour en faire un long métrage. Il y a un projet donc. Oui, il y a toujours des projets d'écriture. Ouais. Est-ce que vous avez vous aussi observé un changement d'état d'esprit en Algérie vis-à-vis de la culture qui a souvent été un petit peu mis de côté, voilà. J'ose espérer que dans ce contexte actuel, c'est la première fois où le président de la République dit le mot cinéma, il parle cinéma. Il a même instauré un budget qui va être un budget et aussi un département, etc. Donc j'espère que d'ici, il y a une ministre chargée de la culture et des arts qui a l'air de nous, nous a vraiment, elle a discuté avec nous, avec les cinéastes, les producteurs. Je fais partie d'une association de producteurs qui s'appelle APAC, Association des producteurs algériens de cinéma, et on essaie de faire des choses ensemble, et j'espère rattraper le temps perdu, parce qu'il y a un gros problème de distribution de salles de cinéma, de production. Oui. Ouais. C'est un chantier, l'Algérie, en termes de cinéma. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi en même temps. D'être à la naissance de ce nouveau... de cette nouvelle direction finalement que l'Algérie est en train de prendre culturellement, bien sûr, sur cet aspect-là. Jafar Gassam, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je souhaite toute la réussite. Je souhaite toute la réussite et que ce film soit très très bien répandu et très bien vu ici côté français. Il faut aller à Marseille, hein. Vous savez qu'il y a l'Algérie là-bas, c'est Alger-Marseille. Il provoque Le Pen là. Oui. Oui, on va essayer de le distribuer le maximum possible. Ouais. En attendant d'avoir d'autres projets avec d'autres distributeurs sérieux pour la distribution du film. Mais peut-être l'éducation nationale, faut pas. Je parle des Français, pas des Algériens. Il faut peut-être proposer ça à l'éducation nationale. Jean-Luc Kennedy, celui qui a révélé le 17 octobre, il faisait le tour des écoles, donc pourquoi pas le diffuser à l'école? Exactement, aux États-Unis, il a été diffusé dans des grandes universités, à San Francisco, à Los Angeles, etc. Il a été demandé. Et oui, c'est vrai, il faut faire un travail de fond. Et la Chine, c'est un énorme marché. Oui. Il y a beaucoup de films américains qui ont été sauvés par les Chinois. Allez voir un distributeur chinois. Il faut y aller au culot. Les Chinois sont très très favorables aux Algériens. Il ne faut pas hésiter. Ça marche, je vous remercie. Merci beaucoup Jafar en tout cas d'être venu nous présenter. Donc Héliopolis, on rappelle, diffusion ce mercredi, donc 6. Voilà. 6 et 7. 6 et 7 à 20h au Centre culturel algérien. Et aussi, une projection est prévue à l'Institut du monde arabe. C'est à 20h aussi. Le 7. Le 7. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas le louper, franchement. Voilà, vous le faites exprès. Ça s'appelle Héliopolis. Vous allez passer un bon moment. Et on peut y venir en famille avec les enfants, hein, Jafar. Oui. C'est même recommandé. Même s'il y a des séquences un peu difficiles, mais c'est pas grave. Ouais. Ça va aller. Voilà, c'est vrai. Ils ont vu Walking Dead, ça va. C'est ça. Merci Jafar, à bientôt. Merci. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant avec Ismaël Boudjekada, avec Kaban Abina. On sera rejoint dans quelques minutes par Sabrina Nouri sur France Maghreb.
Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et vraiment un super film, allez voir hein, les amis, Héliopolis donc mercredi et jeudi au Centre culturel algérien et le jeudi donc 7 à l'Institut du Monde Arabe à partir de 20h. Bon on va dire que c'est plus sympa à l'Institut du Monde Arabe mais bon voilà. Gamal Abina et Ismaël Boujakana sont avec nous messieurs, on parlait de cinéma, on va parler de sport maintenant. Est-ce que vous êtes des fans de MMA ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. J'ai été invité à un gala de MMA, je trouve ça sympa. C'est pas ma cam, je monterai pas dans la cage. Mais eh ben, nous avons le plus grand organisateur de MMA en France avec nous, monsieur Abdel Kaznaji. Bonjour Abdel. Bonjour à tous. Bonjour mon Abdel. Alors, comment s'est passé d'abord comment dirais-je, la représentation que vous avez organisée au Havre? Magnifiquement bien, hein, avec Jérôme Le Banner, ça pouvait que bien se passer. Il a fait son premier combat de MMA en France. Ouais. On a amené pour la première fois une cage de MMA au Havre. Ouais. Et puis en plus, écoute, il finit par soumission, il gagne par soumission. Donc il fait abandonner son adversaire sur une clé, chose où on ne l'attendait pas. Jérôme est un kicker à la base, donc il frappe et voilà, ça nous a écrit une belle histoire. Ouais. Alors on ne s'arrête pas en si bon chemin, j'ai envie de dire, hein, le MMA qui se multiplie, qui se propage ici en France alors qu'il a été longtemps interdit. Ça se passe au Cirque d'hiver maintenant ce week-end, les 9 et 10 juillet prochains, donc ce week-end à Paris. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est une double soirée. En fait, on a privatisé le cirque. Le samedi soir, c'est MMA et le dimanche, c'est du Muay Thai. Donc du pied-point, c'est de la boxe thaï, tout simplement. Et donc, même la nouveauté, c'est qu'on est diffusé gratuitement sur Sport en France. Sport en France, peu de gens connaissent. C'est une chaîne qui a été montée par des anciens de France Télévisions et le Comité Olympique. Donc on devrait voir une bonne partie des Jeux 2024. Et il faut savoir que cette chaîne est gratuite sur Bouygues, Free, SFR. Il suffit de taper Sport en France, chercher quel est le numéro et vous l'avez gratuitement. Donc les événements sont maintenant diffusés gratuitement à la télé. Ça c'est aussi une grande première. Une sacrée première, Abdel. Et donc c'est ce samedi et ce dimanche au Cirque d'hiver. En plus c'est un bel endroit. Franchement pour aller s'éclater et puis pour voir un beau spectacle évidemment de MMA. Alors, on rappelle le MMA effectivement c'est dans la cage. Hein, même si Ismaël ne souhaite pas s'y retrouver dans la cage, moi non plus d'ailleurs. Peut-être. C'est confortable hein, quand on se met bien. Peut-être, vu que c'est au Havre, je veux bien. Au Havre, c'est fini, ça y est, c'était le 4 juin dernier. Fallait m'inviter, j'aurais bien aimé combattre face à monsieur Philippe à la rigueur. Ça se monte, c'est un combat qui se monte. Hein. Ah, c'est un combat qui se tente. Ouais, absolument. J'ai Abina aussi, mais il est un peu vieux, Abina. On s'arrête à quel âge d'ailleurs quand on est combat de MMA? Regarde, Jérôme, il a fait un combat vétéran, mais il a fait un combat, et puis on a bien vu que c'était un vrai combat. Ouais. Donc, je crois que jusqu'à 50 ans, tu peux encore combattre en MMA. Bien sûr, après, il y a plein de... le code du sport est très strict sur la condition physique, tests médicaux. Enfin, voilà, il y a une batterie d'examen à assurer, IRM cérébrale, la totale, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Alors, même si, quand on regarde le MMA à la télé, on se dit, mais il n'y a pas de règles. Mais évidemment qu'il y a des règles. Non, bien sûr, c'est même l'un des sports... je veux dire, en fait, si on regarde bien, le MMA, c'est quasiment le rugby. Le rugby, personne ne connaît les règles par cœur. Il y en a tellement. Il y a que l'arbitre qui, je suis pas sûr que tous les joueurs connaissent tous les états, enfin, toutes les règles du rugby. Et c'est un peu pareil, le MMA. Il y a plein de choses. Hein. Le MMA, c'est très réglementé. Je veux dire, on voit frapper au sol, on voit des échanges debout, au sol. Et donc, on se dit, c'est de la bagarre, mais pas du tout. En gros, c'est les règles du grappling, de la lutte sur la dimension préhension, donc les sports sport au sol, enfin combat au sol, et après on a le droit aux percussions. Les percussions autorisées sont celles du Muay Thai hein, en fait. Hein. Ouais. Coup de genou, pied-point, je dirais interdit de frapper à l'aine, on n'a pas le droit de griffer, de mettre les dents dans les yeux, on n'a pas le droit de tirer les cheveux, enfin tout n'est pas autorisé, non. Ouais. C'est basé sur des sports existants et légal en France. Il y a du MMA pour femmes? Bien sûr, moi chaque événement je fais un combat féminin et d'ailleurs on a une combattante du Monténégro qui était dans l'une des grosses organisations américaines qui s'appelle le PFL. Ouais. Elle s'appelle je vais dire des bêtises donc je vais pas donner son nom mais en fait elle vient du Monténégro, elle nous fait l'honneur d'être là, c'est une très grande championne et elle combat une française à 70 kilos donc c'est rare, d'habitude les filles c'est à 60, 61 donc là on a deux gabarits et au Havre j'avais fait un France-Brésil, donc Marie Loiseau, une combattante française contre Jenny Gotti, une combattante brésilienne. Donc à chaque événement, j'essaie de mettre un combat féminin. Et qui a gagné, France-Brésil? C'est la France, mais la brésilienne qui est une grosse, une super athlète, elle est jeune, elle a 23-24 ans, elle se casse la main au premier round, on ne comprenait pas ce qui se passe. Ah ouais.
Ah oui, elle se casse la main directement. Bon. Abdel. Mais, ouais. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on rappelle, donc c'est ce week-end au Cirque d'Hiver. Donc samedi soir, c'est du MMA. Et le dimanche, c'est du Muay Thai, hein, c'est ça. C'est ça. Et un petit détail, n'oubliez pas, c'est que le main event, c'est Cédric Doumbé, le plus grand kicker français, qui se met au MMA. Tout le monde l'attend. C'est le mec qui fait un peu de bruit en ce moment, qui a quitté le Glory, la grande organisation. Et c'est lui qui assure le gros combat de la soirée. Et c'est à lui qu'on doit, Abdel, qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2, tout ce qui se passe en matière de MMA en France. Il y a de gros trucs là prévus pour la rentrée ou pas? Ouais, carrément. Octobre, Cirque d'Hiver, même opération, première semaine d'octobre. On envisage de combattre en Bordeaux, de faire un événement à Bordeaux. Là, on va enchaîner tous les mois quasiment à partir d'octobre. On vous suit, on peut te suivre où, Abdel, pour avoir un petit peu les infos des événements que tu organises? Alors, les réseaux sociaux, donc MMA GP, MMA Grand Prix. Sur les miens, Abdel Kaznadji, vous me trouvez aussi Insta. Et puis sinon, Sport en France aujourd'hui, en plus sur la chaîne sur laquelle on lance une émission mensuelle. Donc ça y est. Ah, super. Donc ça se propage. J'ai la chance d'avoir Lucie Berthaud, donc connue sous le nom Lucie Koh-Lanta, qui a fait Koh-Lanta il y a le dernier Koh-Lanta. Ouais. Et puis on a Greg MMA aussi, donc on a deux super commentateurs et présentateurs. D'accord, donc si vous voulez pas aller au Cirque d'Hiver, vous pouvez regarder tout cela en direct sur Sport en France ce week-end. Sport en France, vous trouvez ça sur vos box évidemment. Cette chaîne qui va diffuser les combats de ce samedi et de ce dimanche. Merci mon Abdel. Merci Christophe, merci beaucoup. À très bientôt. Bon, voilà, dans cette émission c'est incroyable, on passe du cinéma au sport, hein. C'est bon, t'as encore de quoi combattre, hein, Gamal, c'est bon. Largement. Ouais, pas largement. Calme-toi, t'arrives quand même à la limite là, hein, mon vieux. Ah non, largement. Et dans un instant, on va se faire l'écho aussi d'un événement c'est pas un événement. C'est une opération organisée par BDS. Tu connais ce que c'est BDS, mon cher Ismaël? Mais c'est génial, ils ont besoin de soutien. Bah oui, on aura Mounira qui sera avec nous dans un instant, et puis après on va s'attaquer un petit peu au président qui joue au jeu de chaises musicales. Vous savez, vous connaissez le jeu des chaises musicales? Est-ce que vous avez déjà joué dans un mariage? On tourne autour des chaises, et puis quand tu t'arrêtes, la musique s'arrête, il faut à tout prix s'asseoir sur une chaise, sinon tu tombes par terre. Je crois que Macron il est tombé là. En tout cas, il n'a pas réussi à s'asseoir comme il faut sur une chaise. C'est pas très confortable tout cela. Quand on est amené à remettre Marlène Schiappa, c'est un signe quand même. Quelque chose qui est pas très confortable. Restez avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, on va parler évidemment de ce nouveau gouvernement Macron qui a été annoncé ce matin avec toujours Elisabeth Borne comme première ministre et quelques changements. Alors c'est à la marge quoi. Hein. Damien Abad qui effectivement quitte le gouvernement. Peut-être un petit peu embarrassant pour le président et la première ministre de conserver un ministre qui est accusé de viol. Cependant, on laisse aussi d'un autre côté la ministre qui est accusée de tentative de viol lorsqu'elle était gynécologue. Et voilà. Donc, alors, il y a quand même quelques trucs qui sont un peu particuliers. D'abord, le retour de Marlène Schiappa, pas en tant que ministre ni en tant que ministre délégué, mais en tant que secrétaire d'État. Et puis quoi d'autre? Écoutez, Darmanin, on en reparlera parce que Darmanin, quand même, il prend l'intérieur, oui, ça c'est clair, mais il prend aussi l'outre-mer. Donc ça veut dire que l'outre-mer, qui avait un tant soit peu un ministre à part, se retrouve dans les mains de Darmanin. Quel message est envoyé? On tentera d'en savoir un petit peu plus, évidemment, tout à l'heure. Pour l'heure, et on parlera aussi évidemment de l'hôpital, puisque le nouveau ministre de la Santé, qui est un médecin, je crois, Ismaël, qui a pris donc la succession de Brigitte Bourguignon, qui s'est fait battre aux législatives, a parlé ce matin, lors de la passation de pouvoir, d'une urgence concernant l'hôpital. Mais oui, mais faut-il un plan Marshall? On se posera la question évidemment tout à l'heure. En attendant, Sabrina Nouri pour l'heure et un peu avant l'heure, le zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? On s'ose tout. C'est ma façon de le connaître. Alors Ismaël et Gamal, on va parler dans ce zapping notamment
depuis vendredi. Vous savez, on connaît celui qui va diriger la commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est Éric Coquerel, de la NUPES, du LFI. Et voici que le jour même où on a appris, effectivement, c'était jeudi, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Rokhaya Diallo sur RTL balance ceci. Plusieurs sources au sein de LFI, et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Je dois dire que je commence à être un petit peu gêné par rapport à ce genre de procédé. On attend que la personne ait un poste, que ce soit ministre ou à la tête d'une commission, pour sortir des accusations. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies, mais le calendrier me pose un peu problème, Gamal. Moi je trouve quand même incroyable. N'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Dès qu'il y a un peu de fumée, c'est bon, il le fait. C'est pas possible. Il y a des choses, effectivement, là tu fais référence au fait que dès que quelqu'un est nommé à un poste à responsabilité, immédiatement on lui sort le dossier MeToo, en gros. Tout le monde est soupçonné d'être un violeur potentiel. Certaines féministes vont jusqu'à dire que les hommes sont des violeurs par nature. Non, là c'est pas très sérieux. Moi je trouve que c'est dégoûtant parce que d'abord il y a des lois. La première de ces lois, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est pas parce que quelqu'un porte plainte il ou elle a raison. Et c'est pas parce que quelqu'un a une sale tronche qu'il ou elle a tort. Il y a des principes. C'est-à-dire que je me suis trouvé une fois dans une situation de défendre un type que je déteste, qui est au Front National, l'avocat que vous connaissez tous, qui est un surexcité. J'ai perdu son nom. Collard. Avec 2 N. Collard. Je vais pas faire comme Le Pen qui disait casse-toi Collard. Mais plus sérieusement, non, ce Collard, parce qu'il y avait un Cyril Collard qui n'a rien à voir avec lui, Maître Collard, en substance, avait été accusé à tort de viol. Alors, l'accusation était tellement ridicule qu'il l'a écarté très rapidement et ça a débouché sur un classement sans suite, même pas un non-lieu, un classement sans suite. Donc, c'est plus possible à chaque fois de lancer des invectives comme celle-là, sous la ceinture à chaque fois, parce que MeToo est arrivé. Il y a un caractère positif dans MeToo, c'est que des petites gens, des gens qui ne sont pas visibles, puissent se défendre de harcèlement sexuel, c'est très bien. Mais là, on commence à utiliser ça à tout va, pour faire tomber des personnes uniquement sur la base de déclarations. Je suis désolé, mais même Abad, je ne le connais pas. C'est pas mon ami. Il est dans un gouvernement qui me plaît pas particulièrement. Il a été accusé et par 2 fois, ça a été classé sans suite. Et pour autant, il a été écarté du gouvernement parce que ça faisait tâche. C'est intolérable. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre un petit peu de... Parce qu'il y a des plaintes qui sont tombées. On peut en faire tomber autant qu'on veut, c'est déclaratif. Le problème d'un viol, c'est qu'il doit être qualifié avec des preuves. C'est pas parole contre parole. Lui dit que j'ai pas fait, l'autre elle dit qu'il a fait. Maintenant, s'il y a un antécédent et s'il y a des preuves ou des témoignages ou des éléments matériels, concrets qui peuvent être versés au dossier, on peut discuter. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il y a un problème par rapport à ça. Bon, Ismaël, par rapport à ces affaires, en l'occurrence, que ce soit Éric Coquerel, Damien Abad ou encore la ministre aussi accusée d'avoir commis des choses durant son exercice de gynécologue. On a eu Gérald Darmanin, bon ça c'est ça s'est calmé. Toutes ces accusations finalement qui tombent sur quand même des calendriers un peu particuliers quand même. Le hasard. Oui, non mais bon déjà, après je reviendrai rapidement sur Éric Coquerel, mais concernant ces affaires de manière générale, moi, pour être tout à fait honnête, effectivement, ces histoires de calendrier me perturbent un petit peu. On attend la nomination, on nous ressort des affaires qui datent il y a 5, 10, 15 ans et on nous fait croire qu'il n'y a aucun hasard de calendrier. Parce que systématiquement, ce qu'on entend, c'est oui, mais si on dépose plainte maintenant, c'est parce qu'on est inquiète de voir des gens avoir plus de pouvoir alors qu'ils ou elles sont accusés. Ouais. La réalité, c'est qu'un prédateur doit nous inquiéter qu'il ait du pouvoir ou qu'il n'en ait pas. Concernant Éric Coquerel, très rapidement. Moi, cette femme, Madame Tissier, militante écologiste, qui invitée sur tous les plateaux. Exactement, elle est invitée partout. Lors de l'affaire qui date de 2014 de mémoire, elle nous expliquait qu'il avait un comportement un peu lourd, mais rien de choquant, et qu'elle n'a même pas ne serait-ce qu'envisagé de le poursuivre, parce que pour elle, il n'y avait rien de grave. Et aujourd'hui, on la voit jour après jour en train d'amplifier ses attaques, en train de nous dire que ce qu'elle considérait être tout à fait lourd, mais pas non plus oufissime il y a de ça quelques années, c'est devenu aujourd'hui un comportement qui mérite un dépôt de plainte. La réalité, c'est qu'Éric Coquerel gêne. Éric Coquerel est à la tête de la commission des finances que le RN souhaitait obtenir et qu'on veut se payer justement Coquerel. Moi, je souhaite interpeller aujourd'hui Madame Rokhaya Diallo, qui est une militante antiraciste. Je pense qu'elle doit très certainement être de bonne foi, mais elle est peut-être, comme on l'a vu notamment dans d'autres affaires, elle est quelque part manipulée, j'en suis persuadé. Elle relaie des rumeurs,
Mais c'est extrêmement grave. Moi, je suis pour créer justement un délit de violation de présomption d'innocence parce que ça commence à bien faire. Si moi demain, Christophe, j'aime pas ta tête et que je vais déposer plainte pour viol contre toi, eh ben ça y est, tu vas être viré. Et d'ailleurs, souvenez-vous la première affaire MeToo. Le premier qui a été cité dans un tweet MeToo, il a été blanchi. Sauf que sa famille a explosé, qu'il a divorcé, qu'il a perdu son job de rêve. Donc qui c'est qui va lui rendre tout ça? Et souvenez-vous aussi très récemment de Johnny Depp. À un moment donné, il y a une présomption d'innocence dans ce pays. Moi, même si je peux pas me saquer Darmanin, je peux pas me saquer Abad et compagnie, eh bien, je me battrai pour cette présomption d'innocence parce que j'estime que c'est l'un des fondements de toute société démocratique. J'aimerais bien avoir l'avis de notre retardataire, madame. Retardataire tout de suite. Elle arrive au bon moment, je le dis. 17h, c'est pas du retard là, voilà. Bonjour ma Sabrina, ça va? Bonjour à tous et à tous. Oui, on parle un petit peu, on était un petit peu gênés avec les amis en plateau là de toutes ces affaires qui éclaboussent des personnes lorsqu'elles obtiennent un poste, que ce soit pour Éric Coquerel, pour Damien Abad, sans remettre en cause évidemment la nature des faits et peut-être aussi les accusations, mais c'est quand même le calendrier qui est un peu gênant dans tout ça, Sabrina. Oui, on a l'habitude maintenant par rapport à ces nominations. Il y a des affaires qui ressortent ou des affaires qui surgissent. Maintenant, concernant Éric Coquerel, moi personnellement, qui suis dans les instances de la France Insoumise, ça fait 5 ans que j'essaye de constituer une espèce d'enquête, on va dire, interne, puisque j'essaye de remonter les « elle a dit, qu'elle a dit, qu'on a dit ». Donc j'ai essayé, mais c'est la vérité, ça fait 5 ans. Et donc j'apprends par voie de presse, et comme tout le monde, que Madame Tissier, du coup, a soudainement une liberté de parole. Je ne remets absolument pas en cause ce qu'elle dit, mais j'aurais bien aimé, en tout cas, être sollicitée par elle, parce que je l'avais dit dans le milieu féministe, s'il y a quoi que ce soit, j'aimerais bien être informée pour justement essayer de se saisir de ce dossier et de m'en occuper. Bien sûr qu'Éric Coquerel, sur les faits qui lui ont été reprochés, ça date de 2013, donc la France Insoumise n'était absolument pas encore engagée, puisque la France Insoumise est née en 2017. Donc en 2013, il n'y avait pas encore d'instance qui traitait ce type de sujet. Donc voilà, je suis vraiment attristée de voir ça, que ça soit fait à ce moment-là. Moi, je pense qu'Éric Coquerel fera un très 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 bon président sur cette commission des finances, puisque sur ces 5 dernières années, il n'a pas démérité sur ce travail, puisque c'est lui qui était à la manœuvre pour proposer tous les ans un contre-budget d'État face à Macron. Donc il a vraiment fait son travail d'opposition, donc je n'ai absolument aucun doute là-dessus sur le travail qu'il va accomplir, lui et son équipe, sur ces prochaines années. Et maintenant, j'apprends ce matin que donc Madame Tissier a déposé plainte. Et bien, si elle a déposé plainte, laissons la justice faire son travail. Moi, je demande, elle a touché combien quand même, hein. La réponse de Éric Coquerel, justement, par rapport aux propos de Madame Rocaille Diallo, qui, rappelons-le, relaie des rumeurs sur RTL. Madame Diallo a, le soir même, rendu public une rumeur qui courait sur les réseaux sociaux depuis des années, qui ne s'était jamais exprimée sur des médias et qui, à partir de là, c'était pas très agréable pour moi, mais restait circoncis, parce qu'elle a rendu une rumeur basée, et je vais y venir, sur aucun fait, aucun témoignage. Je n'ai jamais eu de ma vie, et c'est quelque chose que j'aborde, quelque chose qui pourrait s'apparenter à qui est un comportement, que ce soit harcèlement, toute juste cause comme le mouvement MeToo peut avoir des gens qui l'instrumentalisent, y compris pour des raisons politiques, ça arrive. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et moi, par exemple, j'ai subi ça, excusez-moi, j'ai subi ça avant les législatives. Voilà, effectivement, il a subi ça avant les législatives. Et c'est vrai que c'est une rumeur qui est présente depuis un petit moment sur les réseaux sociaux concernant Éric Coquerel. Voilà, donc, Puis elle revient aussi sur ses propos, puisqu'au départ, elle dit qu'il y a une agression, et puis ensuite elle dit, finalement, c'est la justice qui va trancher, parce que moi, je me sens agressée, mais c'est vrai que les gestes ne sont pas répréhensibles pénalement, etc. Donc moi vraiment j'attends la suite, puisqu'elle a déposé plainte. On va laisser faire la justice son travail, mais bon voilà, j'aimerais bien qu'on parle du fond. J'aimerais bien qu'on parle du fond et non de la forme. Du fond, c'est-à-dire Au fond, ça peut être dangereux parfois.
Oui, non, mais attends, on a eu des cas où c'était très grave et on a agi très rapidement. On a eu l'instance. Par exemple, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. Maintenant, voilà, ce sont des sujets sensibles et c'est vrai qu'aujourd'hui... À quoi sert cette commission, pardon, mais parce que s'il y a une institution capable de traiter et surtout de condamner des éventuels drames de ce genre, de viols ou de tentatives de viol, c'est bien la justice. Oui. Votre commission, là, à LFI, c'est bien gentil, mais quel est l'intérêt de la saisir? Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Il y a des cas qui ont été... Il y a des cas qui ne sont plus, qui n'exercent plus à la France insoumise. Quand on est victime de viol ou de tentative de viol, c'est à la justice qu'on s'adresse. C'est pas une commission. Faudrait-il encore porter plainte, Christophe? Les victimes ne portent pas systématiquement plainte. Donc, mais c'est le devoir d'un parti politique ou d'un mouvement de pouvoir se saisir et d'écouter la victime, de l'entendre. Vous n'êtes pas des juges. Mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, Christophe. Là. Moi, c'est mon sujet. Non. C'est ma question. Dans ce cas-là, tu te trompes de sujet. Excuse-moi. Non, mais pardon. Moi, je suis d'accord avec Christophe pour le coup, mais j'y reviendrai. Non, parce que cette instance est capitale dans les partis et dans les mouvements. Ça m'embête d'être d'accord avec Sabrina encore une fois. Dommage, j'aurais aimé fighter. Non, je suis d'accord avec Sabrina. Il y a une organisation politique qui a certainement des codes de conduite et qui, lorsqu'ils ont quelqu'un déviant, une charte, quelqu'un qui dévie, ils ont raison de sanctionner ou de prévoir ou de prévenir et une éventuelle sanction qui va arriver. Je peux le comprendre parce qu'effectivement, s'il y a un mouvement féministe dans la France insoumise, je pense que c'est logique. Après, effectivement, ils ne sont pas juges, Christophe, mais ils peuvent faire très bien de leur côté un travail en interne et la justice fait son travail de son côté. Par contre, moi je suis très étonné. Alors je ne fais pas le procès d'un homme que je ne connais pas et dont je ne connais pas le passé. Quand on est un personnage public, on est très souvent sollicité. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est une réalité. Après, il peut être aussi un tordu. Ça arrive. Et les tordus doivent être punis. Mais par contre... c'est la justice de le punir. Oui, on parle bien de la justice. Non, on parle bien de la justice. On a écarté ta Mais personne ne punit personne. Je pense que c'est... Pas ta Abouab s'il était puni. C'est un principe de précaution. Non, mais je suis désolée. Le principe de précaution, c'est quand ça nous arrange. En politique, c'est normal. C'est la responsabilité du mouvement. Si elle n'a pas vocation d'investir quelqu'un, n'investit pas quelqu'un. Elle a le droit de choisir aussi les personnes qui la représentent. Dommage. Merci à toi, Christophe. Moi, j'ai une vraie question en l'occurrence. Et pourtant, ça me fait mal de le dire parce que la France Insoumise, c'est le parti que je soutiens aussi depuis 2017. Aussi, t'as dit Oui, aussi, parce qu'il me semble que Sabrina le soutient aussi. Maintenant, moi j'ai une question. J'ai l'impression que ça dépend concrètement qui est attaqué. Ouais. Parce que je vais vous prendre un exemple concret. Une candidate LFI aux élections européennes a reproché un comportement qui n'est pas d'un point de vue légal répréhensible, mais qui d'un point de vue moral l'est totalement, d'un parlementaire qui s'appelle Monsieur Bernalicis. Les clichés tournent partout sur les réseaux, personne n'en parle, Mediapart est sur le coup, et ça fait des années que c'est le cas. Cette femme-là, on l'a présentée comme étant hystérique. Cette femme-là, on l'a écartée, et vous avez Simon Roussel, Madame Lignert, vous avez Simon Roussel, qui était quand même assistant parlementaire de Bernalicis et candidat aux élections législatives lui-même, qui envoie des messages publics en disant à cette dame-là, on ne te réhabilitera jamais sur Twitter. Moi, la question que je me pose, c'est qu'attend la France Insoumise pour s'occuper de ce genre de dossier? Moi, je suis rentré clairement en fight avec certains cadres parce que j'essaye de défendre cette moralité dans la chose publique. Et ça n'est pas parce que c'est le parti que je soutiens que je vais me taire sur ces actes qui sont pour moi, sur ces dossiers qui sont à deux poids, deux mesures. Taha Abou Hafs ne méritait pas d'être traité comme il a été traité. On parle d'une ex-copine qui, du jour au lendemain, quand il est choisi pour être investi, s'attaque à Taha Abou Hafs. Moi, j'estime que la justice doit passer parce que concrètement... je veux bien qu'on écarte les gens, mais personne ne va lui rendre l'opportunité. Mais tu as entendu la victime, tu connais le fond de ce qu'elle a dit. J'ai une question Est-ce très que tu connais le récit? Non. Mais moi, j'ai une question très intéressante. Tu ne peux pas juger. C'est trop facile, Sabrina. Mais vous non plus, vous n'êtes pas des juges. Vous n'êtes pas des juges, Sabrina. Pardon. La justice seule peut décider si oui ou non il est coupable. À partir du moment où la victime porte plainte, nous respectons ce que la victime a envie ou pas, ou ce que la victime souhaite ou pas. Mais est-ce qu'elle juste une question.
porter plainte. Respecter la parole de la victime. Partons du principe que ce soit vrai. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que la victime se sente mieux du jour au lendemain à partir du moment où son statut de victime... Non, mais justement, moi, ça m'interpelle. Quel est l'intérêt derrière tout ça? Non, mais c'est pas mon sujet, ça. Ça, c'est pas notre sujet de savoir si ça lui fait du bien ou pas. Peut-être que ça lui fait du bien. Justement, qu'est-ce qu'elle en a tiré derrière? Tant mieux. Mais l'essentiel, c'est qu'elle a donné une alerte. Elle nous a envoyé donc son récit. Elle a très bien expliqué les choses. Elle a été entendue. On a entendu aussi Monsieur Tabouaf. Donc du coup, il n'y a pas eu simplement, on n'a pas auditionné juste la victime. On a auditionné les deux. Et je pense que la décision a été prise en état de cause. Donc voilà, ça a duré 48 heures. Mais moi j'ai une question très intéressante parce que. Alors vous pouvez être pas d'accord avec cette décision. Non, ce qui fait la force d'un mouvement. Moi je ne suis pas d'accord avec le tribunal du peuple qui va juger une personne sans qu'il y ait jugement. Ça c'est une chose. Par contre, que dans une organisation politique on écarte un personnage qui peut une ou un personnage pose des problèmes, ça se comprend. Sur la base de témoignages. Non, mais ça change rien. Non, c'est bien la société que vous prenez. Christophe, elle est super votre société. Quand tu licencies une personne qui travaille mal, on ne demande pas à la France entière s'il sait bien le faire. On parle d'une organisation. Mais non. Et derrière, tu saisis les prud'hommes. C'est une organisation politique. Non, mais les prud'hommes, c'est pas la France entière. En substance, ce que je veux dire, c'est que tu as soulevé une question intéressante là. Et moi, je vais rentrer dedans et ça va être problématique. On a Mounira qui nous attend. Juste une seconde. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que pour Coquerel, il y a des bruits qui courent. Oui, c'est une rumeur. Non. Elle a demandé à ce qu'une enquête soit faite. C'est bien ça. Ça signifie que quoi qu'il arrive, de toute façon, indépendamment de ce qu'a dit Rokhaya Diallo, qu'on peut critiquer ou pas, de toute façon, il y a des rumeurs sérieuses que vous connaissiez. D'accord. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, si Coquerel est inquiété, et ton parti, c'est pas le problème. Mais ça fait 5 ans qu'on est. Ça fait 5 ans. Ça veut dire que là. Il y a eu des articles au fur et à mesure. Oui, mais le fond, on a essayé de chercher la personne. Non, mais est-ce que vous avez. Aujourd'hui, elle sort. Non, mais est-ce que vous avez demandé à ce que Coquerel et elle soient convoqués pour que vous leur parliez comme vous l'avez fait avec Bouab? C'est ça qui m'intéresse. Là, elle a donc saisi l'instance. Donc l'instance est en train de faire son travail. Donc Coquerel pourrait être, si jamais vous arrivez à la même conclusion que Bouab, écarté. En fait, il ne peut pas, il a été élu démocratiquement. Écoute, on verra. Bien sûr, il peut, mais c'est le calendrier, Sabrina, qui pose problème. Bouab, c'était pas d'aujourd'hui. Mais moi, je soutiens pourquoi on a totalement attendu qu'il soit candidat à une députation? On n'a pas attendu. Je suis désolée. La victime a parlé à un temps donné. Moi, on n'a rien attendu du tout. C'est le temps choisi. Donc tant que le mec, il est tranquille. Il fait pas grand chose, il aspire pas à un poste, on le laisse tranquille, même si les faits sont très graves, et je ne remets en aucune manière les faits que madame ou la demoiselle reprocherait à Taha Bouab. Moi, c'est ce tribunal médiatique qui me pose problème, et ce tribunal politique qui me pose problème. Mais les médias en sont. Là, tu vois, je suis arrivé à 17h. Il est 17h10, on parle encore de cette affaire. Ah oui, c'est inadmissible. Ça, c'est les médias qui. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il est 17h10. Pendant combien de temps encore on va parler de ce sujet? Parce que tu m'as pas convaincu, c'est tout. Si je t'ai pas convaincu, j'en suis désolé. Voilà, c'est ça. Mais Christophe, tu lui parles mal. Parle à la féministe qui est en elle, tu verras, ça a changé. Bon, on accueille Mounira qui est avec nous. On va parler d'un sujet beaucoup plus grave aussi, mais c'est Mounira qui est avec nous de BDS. Vous connaissez tous BDS, génial, évidemment. Bonjour Mounira. Bonjour, bienvenue. J'espère que l'attente n'a pas été trop compliquée à écouter les chamailleries de notre équipe, Mounira. Alors, qu'est-ce qui se passe? La BDS se soulève à nouveau pour protester, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les actualités en termes de boycott de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, c'est des actualités qui concernent le boycott sportif. Très bien. Parce qu'il y a 2 événements qui se profilent. Le Tour de France qui a commencé samedi. Oui, au Danemark. Voilà, au Danemark. Et au Tour de France, il y a une équipe qui s'appelle Israel Apartheid Tech, et cette équipe, elle a été créée par Sylvan Adams. Sylvan Adams, c'est un milliardaire israélo-canadien qui a décidé de faire de la diplomatie par le sport, et qui l'assume clairement, et devant France Télévisions, devant les caméras de France Télévisions, il a dit « Ma marque, c'est Israël, j'assume faire de la diplomatie », et son équipe, elle est clairement créée pour promouvoir Israël. Ça rentre dans un programme qui a été créé par Israël en 2005, qui s'appelle Brand Israël. Et l'idée, c'est de vendre Israël à tout prix, par tous les moyens, par la culture, le sport, les échanges universitaires, etc.
Du coup, c'est la 3e année que l'équipe israélienne va participer au Tour de France. Et l'année dernière, il y a eu vraiment des mobilisations sur toutes les étapes du Tour. Sur toutes les étapes, il y avait des personnes avec des drapeaux palestiniens, des messages qui dénoncent l'apartheid et tout. Et du coup, cette année, on invite encore les gens à se mobiliser et à être sur toutes les étapes pour rappeler la question palestinienne et pour pas laisser Israël laver l'apartheid avec le Tour de France. Et le deuxième événement sportif? Et donc le deuxième événement sportif, c'est toujours pareil, Sylvan Adams, le même personnage qui s'est arrangé avec la LFP pour faire en sorte que le Trophée des Champions, qui est un match qui se dispute entre 2 équipes françaises, absolument, ait lieu à Tel Aviv. Et donc ça aura lieu le 31 juillet à Tel Aviv. Ah oui. Du coup, notre idée, c'est vraiment d'interpeller les gens, les supporters de ces clubs de foot qui sont le FC Nantes et le PSG, pour faire monter un peu la protestation contre cette nouvelle opération de blanchiment de l'apartheid par le sport. Très bien. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, Mounira, donc le Tour de France, ça c'est tous les étapes, on les voit chaque jour évidemment, et il passera forcément pas loin de chez vous, en tout cas si vous êtes en province. Et donc ce trophée des champions qu'il faut d'ores et déjà boycotter, et qui se déroulera donc le 31 juillet entre le FC Nantes et le PSG. Voilà, match pourri d'avance. Merci. Il y a pas mal d'étapes du Tour de France en province, mais il y a quand même une étape vers la fin à Paris. Oui, à Paris, bien sûr, sur les Champs-Élysées, absolument. Ouais. Absolument. Et du coup, les Parisiens, il faut se mobiliser aussi, hein, et voilà. Et puis partout dans la France, on va se mobiliser. Moi, j'habite à Saint-Étienne, on va se mobiliser aussi, puisqu'ils passent par ici. Et voilà, on invite vraiment les gens à se mobiliser partout où ils sont. Et on peut vous pour suivre. Les Palestiniens, c'est quelque chose qui est chaleureux, qui leur rappelle qu'on les soutient. Mounira, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, évidemment. Donc on est actif sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc il y a vraiment possibilité de nous suivre sur tous les réseaux, et on organise un et ça s'appelle comment, Mounira? Tous les jeudis soirs. Mounira, ça s'appelle comment? Parce que tu me dis Instagram, Twitter, Facebook, mais on tape quoi? Ah, BDS France. BDS France, voilà. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup, Mounira, et bon courage pour la suite, parce que j'imagine que l'accueil doit pas être des plus sympathiques. Évidemment, quand on débarque avec un drapeau palestinien, c'est très mal vu, hein, forcément. Non, pas toujours, mais on sait que c'est pour la bonne cause, donc pas de souci. Bon, merci en tout cas, Mounira. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci beaucoup. À très bientôt. Quand il s'agit de BDS, on est là, évidemment, les amis, sur France Maghreb 2. Bon, la France est-elle raciste? C'est la question qui a été posée à Jamel Debbouze hier dans l'émission 7 à 8. Les dernières présidentielles, on avait l'impression qu'un Français sur 2 était raciste, parce qu'ils ont voté Le Pen. Mais moi, je suis convaincu que la France n'est pas raciste. Je suis sûr que c'était un vote de misère. C'était plus une plainte contre Macron. Et dire combien c'est anormal, cette répartition, cette mauvaise répartition des richesses. Donc je veux pas croire que la France soit raciste. Ça m'est impossible de penser ça. Ça lui est impossible de penser ça, Jamel Debbouze. On est d'accord avec lui, Ismaël? On est d'accord. Qui vit en province, voilà. Très clairement, je pense que l'élection présidentielle a permis de faire sortir du bois un certain nombre de fachos qui ne s'assumaient pas vraiment jusque-là, puisqu'ils avaient quand même un porte-drapeau relativement visible et écouté, à savoir Éric Zemmour. Marine Le Pen sur d'autres thématiques bien évidemment aussi, mais on s'est rendu compte que la frange la plus radicalisée de notre pays s'est mobilisée derrière la candidature d'Éric Zemmour. J'ai envie de vous dire que 7%, à ne pas confondre avec son QI, on parle bien de son score aux élections présidentielles, ce monsieur effectivement a réuni 7% pour moi de facho. Je l'assume. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, pendant la campagne présidentielle, j'ai débattu avec des milliers de personnes. J'ai donné la parole à des centaines de citoyens, y compris des pro-Zemmour. Et je peux vous dire que ces personnes, et je l'assume, sont extrêmement dangereuses. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui ont fait énormément de mal à Marine Le Pen au second tour, puisqu'ils se sont rangés derrière elle en soutenant quand même les thèses d'Éric Zemmour. Donc moi, effectivement, j'estime qu'il y a une partie de la France qui est raciste, extrêmement minoritaire. Il ne faut pas oublier ce que nous a apporté la France, et il ne faut pas oublier non plus
que c'est un pays où on a quand même un électeur sur 2 qui ne se déplace plus aux urnes, un électeur sur 2 qui ne prend plus part justement au vote. Ouais. Donc c'est pas juste un rejet de Macron qu'on a vu avec le vote Le Pen et compagnie. Il faut arrêter de fermer les yeux comme le fait Jamel Debbouze. Il y a effectivement une adhésion aux thèses de Marine Le Pen et c'est plus un vote de rejet comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen, tout simplement à mon sens. Donc il y a une partie de fachos et une partie de fâchés, comme on le dit, c'est vrai. Il y a un truc que je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as dit que les électeurs de Zemmour ont fait du mal à Le Pen au second tour. Ah mais bien sûr, parce que moi j'estime que dans un premier temps, l'espèce de migration du parti de Marine Le Pen au parti d'Éric Zemmour a permis à Marine Le Pen de se débarrasser de la frange la plus radicale de ses supporters. Ouais. Même si dans son entourage proche, les anciens responsables du GUD, de Génération Identitaire, etc. sont quand même restés. Maintenant quand je dis qu'ils ont fait énormément de mal à Le Pen, c'est que Zemmour ayant fait 7%, ils se sont rabattus automatiquement sur le vote Le Pen. Logique. Et concrètement, ils étaient là, je vous assure, vous regardiez les lives TikTok et compagnie, ils étaient là en train d'essayer de nous faire de la lèche à nous, électeurs insoumis et à nous de confession musulmane, en nous disant, mais à un moment donné, les gars, anti-Macron, mais non, le voile, on n'est plus vraiment pour. Mais derrière, dès qu'on les titillait un petit peu, on rentrait dans le discours extrêmement dur d'Éric Zemmour. Mais en quoi ils ont fait du mal à Le Pen? Là où ils font du mal à Le Pen, c'est que Le Pen c'est un petit peu investi depuis plusieurs années dans une campagne de dédiabolisation, mais au final, on se rend compte que sa base, elle est totalement pourrie. Faut dire ce qu'il y a. Mais il y a un truc, attends, là, parce que je suis un peu étonné, là tu es en train de rentrer dans le piège de la dédiabolisation. Ils n'ont pas fait du mal à Le Pen, ils ont juste confirmé ce que, je rappelle quand même, 89 députés du Front National à l'Assemblée nationale, exactement, ce que le plus ancien des frontistes, 79 ans, a dit. Il a été sur un discours extrêmement violent, un discours qui fonde le Front National, de l'Algérie française, de la nostalgie, du négationnisme. L'OAS, c'est pas des méchants, je les connais pas bien, c'est ça le Front National. Non, mais justement, donc, mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait du mal à Le Pen. Lui a fait pire que Zemmour. Il a les mêmes idées. Oui, mais les élections étant passées, je parle vraiment pendant la campagne. Oui, pendant la campagne, ils ont fait du mal à Le Pen. Du bien. Elle a fait 42% avec un leader qui était très mauvais. Elle était nulle. Le La Pen. France est raciste, Sabrina Nouri. Pardon ? La France est-elle raciste ? Excuse-moi de te réveiller. Jamel Debbouze dit qu'il ne veut pas y croire. Écoute, la France n'est pas raciste, mais on tend quand même vers une idéologie qui est très malsaine. On le voit d'ailleurs à travers les résultats des dernières élections. Mais pourquoi ? Moi, je pense que Macron est responsable de ce qu'il se passe dans notre pays. Et il est responsable de cette idéologie qui monte, car en voulant nous diviser, en voulant séparer les gens, les mettre d'un côté ou de l'autre, ça fait monter clairement le Front National pour qu'il assure sa réélection. Ouais. Le problème, c'est que, bien évidemment, les fachos, et non pas les fachos en profitent et véhiculent des propos, véhiculent une espèce de, on va dire, de normalisation des propos, une normalisation des propos. Parce que quand on fait voter la loi séparatiste, quand on dit que face à face à Marine Le Pen, je parle de Darmanin, lui dire qu'elle est trop molle, etc. Oui, ça fait monter le Front National. Alors bouge pas ma Sabrina parce que j'ai un peu de pub et on se retrouve dans un instant et on va parler de Macron et de son nouveau gouvernement, hein, bien sûr. Oui, c'est le slip qu'il a retourné, c'est ça. À tout de suite. C'est slip. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri qui est avec nous aujourd'hui. Ça va, Sabrina? Ça fait longtemps qu'on t'a... J'ai un nouveau fan là. Ah ouais, ça y est. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ma Sabrina. Je suis pas content. Je travaille beaucoup. Écoute, je travaille beaucoup. C'est 2 heures d'émission. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, à 16h, faut comprendre aussi. Si tu fais à 19h, je serai là presque tous les jours. Ouais, 19h, non, c'est trop tard 19h. Non, c'est pas trop tard, c'est grande écoute 19h. Oui. Alors, en radio, un peu moins que 17h, par exemple, tu vois. Sauf sur Beurre FM, c'est 19h. Oui, justement, c'est pour ça que nous on reste pas. C'est mieux. Ismaël Boudjekada et Gamal Amina sont avec nous. Gamal, la France est raciste ou pas? Merci. La France n'est pas raciste parce que quand on dit la France, c'est débile. Il y a des racistes, ça faut arrêter de délirer, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de racistes. Il y a des racistes, il y a des gens en colère, il y a des gens en rupture, il y a des gens qui rêvent aussi, qui croient que le Front National sera peut-être pas aussi pourri qu'il le prétend. Il y a tout un tas de personnes qui se positionnent par
rapport au fait qu'ils ont soit été déçus, soit été, par exemple, ils ont joué beaucoup sur l'anti-vax. L'extrême droite était à fond sur l'anti-vax. Ouais. Par rapport au Covid, il y a beaucoup comme ça d'éléments qui sont constitués, qui ont fait qu'ils se sont renforcés. Mais le vrai socle, t'en parlais tout à l'heure, de ce qu'on appelle facho, donc simplement de vrais racistes qui ont un problème avec les Africains au sens large, il existe, il représente à peu près 5 à 7% aujourd'hui, on les connaît, c'est les Zémouriens. Quant à Le Pen, c'est un vote de contestation, c'est un vote de rupture, c'est un vote pour montrer qu'une autre France est possible, et Le Pen a su. Oui, mais quand Sabrina te dit que en substance, Macron est peut-être le meilleur commercial que le Front National ait eu depuis longtemps. Eh bien, Macron a été conseillé, je vous l'ai déjà répété 10 fois, par Jacques Attali. Jacques Attali a appliqué à la stratégie à Macron qu'il avait faite à Mitterrand de faire monter le Front National pour casser les autres partis. Il a fait dangereusement monter le Front National. Et aujourd'hui, effectivement, Macron est un VRP du Front National. Alors, pour garantir un autre personnage dans l'entourage de Macron qui lui envoie énormément de messages, je le sais de source, c'est Jean-Pierre Chevènement. C'est normal, on est dans Mitterrandien, c'est vraiment la tradition mitterrandienne. Je vous le dis, voilà. Bon, on a Jamel qui est avec nous au standard avant qu'on débriefe un peu ce nouveau gouvernement d'action voulu par Emmanuel Macron sous la houlette de Madame la Première Ministre qui a été maintenue finalement. Elisabeth Borne fera plus que 7 semaines à ce poste, donc elle va peut-être battre le record de Edith Cresson. Jamel, salut. Oui, salut, bonjour messieurs, dames. Bonjour Jamel. Là, vous m'entendez ? On t'entend, on t'écoute même. Ouais, super. En fait, moi, je voulais juste intervenir par rapport à le phénomène de racisme, surtout par rapport à la déclaration de Jamel Debbouze. Lui, au fond de lui, il sait très bien la France, c'est quoi exactement. Mais vous imaginez si Jamel Debbouze, il dit oui, la France, elle est raciste, qu'est-ce que ça va remonter les médias, tout ça. Regardez juste Benzema, quand il a dit à l'époque, vous savez l'histoire avec Deschamps, il a cédé à une partie raciste de la France. Vous avez vu on se souvient, ouais. L'acharnement qui a été sur lui. Ouais. Imaginez Jamel Debbouze, il peut pas, même s'il sait qu'il y a une partie raciste, il pourra jamais dire, surtout un acteur, il pourra jamais dire la France elle est raciste. Comme si vous me dites Mbappé, il va dire ouais, la France elle est raciste. Et tout le monde va se remonter contre lui, ça c'est par protection. Vous savez, ça vous le comprenez un peu. Mais il y a une chose aussi que je voulais faire que les gens fassent la part des choses. Quand ils disent la France raciste, c'est pas la France elle est raciste. Quand on dit la France, il y a en France, il y a des musulmans, il y a toutes les religions, il y a des chrétiens, et la France a son histoire. Tu sais, il faut dire une partie des Français, une partie de population, une partie de gouvernement. Parce que dès qu'on dit la France, nous on fait partie. Vous aussi, Christophe, tous tes invités, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, il y a encore une chose. Ouais. Quand on dit par rapport à le racisme, il y a le racisme racial et le racisme religion. Il faut faire la part aussi des choses. Maintenant, le racisme religion, il a pris le terrain. Et juste par exemple, en 2021, j'avais lu un article, juste la gendarmerie en France, elle a enregistré 12 580 dépôts de plainte de racisme musulmans. Juste musulmans. Bah, laissons les dépôts de plainte chez la police, etc., etc. Ça, c'est la première. Mais moi, le racisme vraiment racial, tout ça, il est peu. Mais c'est plus le racisme anti-islam. Il n'y a pas anti-religion, on va dire chrétien, juif, tout ça. Ouais, c'est de l'islamophobie plus que du racisme. Moi, je le vois, excusez-moi. Moi, je suis un homme de terrain. Je vais pas dire ce que je fais, mais je suis quelqu'un de terrain. Certes, les gens sont derrière leurs bureaux, médias, tout ça, etc. Mais je vois ça. Moi, j'ai une société, j'ai plein de personnes que j'emploie, tout ça, et je vois ça sur le terrain. Le racisme, c'est religion. Il n'y en a pas un qui me dit que le racisme, c'est racial. Bon, et une minorité, c'est tout. Et surtout, comment vous trouvez qu'un pays comme la France, moi, ce que je vous dis, c'est avec des chiffres, c'est réel, hein, je vous raconte pas n'importe quoi. La France, il y a 80% des services de l'ordre. Quand je dis services de l'ordre, gendarmerie, pompiers et police. 80% adhérés Front National. Ouais. Vous trouvez ça normal dans un pays comme la France ? Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est vrai. Et après, quand il s'agit le chiffre est peut-être un peu haut quand même. Tout ce qui est racisme, excusez-moi, de racisme, religion, tout ça, le gouvernement, il se tait. Mais par contre, quand il s'agit de racisme envers un musulman ou quelqu'un un peu plus faible, tout le monde se tait, personne n'en parle. Ouais. Alors, merci, Jamel. Je lui réponds quand même, c'est important. Juste dernier point, s'il vous plaît, dernier point. Et surtout quand il s'agit des phénomènes, des génocides, des Israéliens envers la Palestine, personne ne parle, ni médias, ni rien du tout. Mais par contre, quand il s'agit, par exemple, des petites critiques entre, par exemple, Maroc, Algérie, tout ça, on critique le Maroc, l'Algérie, on est les premiers à être sur le terrain. Mais par exemple, les grosses têtes, on n'a pas le courage de les critiquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve que
Malheureusement, c'est un peu... J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous avez déjà une seule fois entendu, dans la rue, sur un acte raciste, sale musulman? Est-ce que... Non, ça n'existe pas. C'est sale arabe qu'on dit. Pardon. On dit sale arabe, pas sale musulman. On dit sale arabe. Je finis juste mon propos. Est-ce qu'un Français converti qui laisse pas pousser la barbichette peut être inquiété de son islamité? Non. Si les musulmans étaient tous ouïghours en France, il n'y aurait pas de problème avec l'islam. La question du racisme qui se cache derrière l'islamophobie, c'est qu'on peut plus dire aujourd'hui, parce qu'il y a une loi qui le condamne, sale arabe, donc on attaque les musulmans au motif qu'ils seraient musulmans. Leur problématique, c'est pas l'islam, ils s'en fichent. De musulmans, on dit arabe. Oui, non mais voilà. Donc ça veut dire que le racisme est toujours la même problématique. Quand on déteste les noirs ou les arabes, il y a des bounas par exemple qui meurent tous les deux. Je l'ai entendu. Mais ça, c'est une décoration, c'est les gens qui ne peuvent plus dire sale arabe. Moi, j'ai connu sale arabe quand j'étais jeune. Donc, sale arabe, c'était monnaie courante. Après, les lois sont tombées, on pouvait plus le dire. Donc, faut pas se tromper. La France, les racistes, Jamel Debbouze ne le dira pas pour deux raisons. La première, parce que c'est pas vrai. On commence par le début. Il n'y a pas un pays entier raciste. Non, je suis pas d'accord. Non, je finis. Je finis. Je vais vous dire une chose. Je finis mon propos après va arriver. Juste un instant. Tout le respect que je vous dois, ne me dites pas la France n'est pas raciste. Je vous le dis et le répète. Et Jamel Debbouze est marié avec une Française. Je l'ai vécu. Donc, je suis prêt à vous prendre au mot. Je suis prêt devant tout le monde. Je vous ramène des témoins. Vous savez quoi? J'ai 19 salariés. Ouais. Avec des preuves, avec des enregistrements dans leur voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des têtes, des chauffeurs. Est-ce qu'ils ont enregistré toute la France? Je vous explique une chose. En France, il y a un problème. Juste écoutez-moi. Des preuves de type européen, monsieur. C'est pas bizarre. Juste un instant. Je ne fais pas comme vous, radical. Je dis pas la France est raciste. Vous me dites radical. Non, radical, ça veut dire que vous avez une position tranchée, si vous voulez. Je ne suis pas tranché. Moi, je suis issu d'une politique radicale. C'est pas péjoratif. Radical, ça faut pas voir le mal partout. Juste écoutez, radical, ça veut dire tranché. Ça veut dire tranché. Je suis tranché moi aussi. Je vais être tranché. Je dis que la France n'est pas raciste. Je préfère comme ça parce que radical, c'est un peu... Oui, mais moi il va falloir qu'il ait le temps de répondre. Je vais être radical alors et je finis mon propos. La France n'est pas raciste parce que quand on dit ça, on devient raciste. C'est clair. Quand on dit les gens sont, c'est qu'on est raciste. La généralisation, c'est du racisme. On ne peut pas dire d'un peuple qu'il est quelque chose. Par contre, et là je le dis haut et fort, la plupart des décideurs politiques, la plupart des décideurs dans les attributions des HLM, la plupart des recruteurs, les DRH, sont racistes ou ont des réflexes racistes. Parce qu'ils partent du principe qu'on ne confie pas d'argent à un arabe et qu'on ne donne pas un logement à un noir parce qu'il serait feignant ou sale. Voilà ce qui se passe. J'ai pas fini. C'est décideurs, mais non, je vous dis pas autrement. Je vous dis que vous confondez deux éléments. Ceux qui ont un pouvoir économique ou politique ont des postures racistes ou ont des réflexes racistes. La population ne fait que suivre malheureusement un courant parce qu'on les endoctrine. Je vais même aller encore plus loin. On va faire un petit peu d'histoire très rapidement. Les nazis, on prend les pires. Juste un 2 secondes. Écoutez-moi, je vous ai écouté tout à l'heure. Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout. C'est difficile. Si vous écoutez pas, on n'y arrive pas. Les nazis dans les années 30 ont abandonné pour les élections leur programme antisémite parce que la population allemande n'adhérait pas. Ils n'ont pas réussi à convaincre les Allemands que les Juifs étaient des rats. Et il a fallu des années. Excuse-moi. Il a fallu des années. Non, mais juste rapidement. Il a fallu des années pour que les Allemands commencent à être convaincus. Alors il faut sortir la logique. Il n'y a pas de population raciste. Bon, Jamel, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. S'il vous plaît. Non, mais on n'a plus le temps, Jamel. S'il vous plaît. Oui, mais après vous savez, vous avez qu'à faire une émission Allô Gamal et puis ça ira plus vite. Jamel, non, on y va. Je suis désolé, on n'a plus le temps. Ça va être compliqué. Merci, mon Jamel. Allô Gamal, voilà. Tu vas sur Twitter et tu fais Allô Gamal. Tu fais Gamal Abina, tu l'interpelles. Alors, avec plaisir. Il faut qu'on parle de ce nouveau gouvernement qui a été présenté ce matin. Enfin. Sabrina Nouri, oui. quand on remet Marlène Schiappa, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ah, il y a un énorme problème. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui voulait y aller en fait. Mais elle est féministe. Mais arrête, elle est féministe de quoi? Non, mais là. Elle avait un poste sur C8 pourtant. C'est simple. Ah, dommage. C'est simple. Il y a Macron a le Titanic à faire avancer. Personne ne voulait monter dans le Titanic. Le bateau va couler dans très peu de temps. Donc là, personne ne voulait monter dans le Titanic pour aller faire la retraite à 65 ans. Pour aller... il a dit 62. Ouais. Non. 65, voire plus. Donc, 65 ans, il y a 80 milliards à aller récupérer. Ça veut dire qu'on va avoir une politique d'austérité dès la rentrée. Mais ça va être phénoménal. Moi, j'espère que les gens vont se réveiller et qu'on va, comme à l'image de 95 d'ailleurs, on va sortir dans la rue, on va bloquer le pays parce que là,
Ah oui, moi je suis là, parce que là, ce sont des pions qu'il a mis, des pions qui peuvent sauter à tout moment. Il y en a plein qui ne connaissent absolument personne de ce gouvernement. On peut faire la liste des noms. Les gens de la société publique ne les connaissent pas. Ce sont des inconnus pour eux. C'est pas grave, c'est pas argument. Mais si c'est important quand même. C'est un peu léger comme argument. Ouais, mais c'est important. J'aurais aimé te voir à l'Assemblée. Le gouvernement a déplacé Marlène Schiappa dire à Darmanin, sinon tu t'occupes de l'outre-mer, etc. Alors ça, par contre, c'est plus grave. Ça, c'est vrai. Mais ça annonce des choses très très graves. Ça annonce des choses très très graves. Donc ce gouvernement n'est absolument pas là pour essayer d'engager un certain dialogue, essayer de mener un dialogue dans le Parlement, puisque là il y a une méprise en plus du Parlement, puisque Madame Borne ne va pas pour avoir un mépris du Parlement. Oui, un mépris du Parlement et donc du peuple. Par rapport au vote de confiance. Donc on a décidé c'est pas une première, attention. D'accord, c'est pas une première, mais aujourd'hui on est dans une crise on est dans une crise démocratique et donc il fallait en tout cas le faire. Et moi, la décision qui a été prise, pour moi, c'est vraiment du mépris, une insulte au peuple. Et donc, la décision de déposer une motion de censure sera faite demain ou mercredi, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera faite. Peu importe, mais il faut qu'on agisse quand même. C'est ça le job de l'opposition. Symboliquement. Allez, dans un instant, on y retourne. On va en débattre ensemble de ce nouveau gouvernement. Avec, effectivement, Damien Abad qui a été écarté. Marlène Schiappa, le retour. Alors moi, je parlerai du ministre de la Santé. J'ai beaucoup de choses à dire. Très bien, à tout de suite. Ne bougez pas. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Ismaël Boujakada, avec Sabrina Nouri qui se rencontrent pour la première fois, Ismaël et Sabrina sur le plateau du LGF. Une belle histoire va naître, vous allez voir. De travail, bien sûr. Non, faut préciser maintenant parce que attention. MeToo, tout ça, machin. Moi, j'ai pas envie de les avoir sur le dos, ceux-là. Alors, on parle de ce nouveau gouvernement. Donc, Abad exclu, total. Voilà. Marlène Schiappa de retour. Brigitte Bourguignon à la santé. Sabrina terminé puisqu'elle a perdu le législatif, c'était la règle. Ok. Olivier Véran s'occupera plus des relations avec le Parlement. Il s'est dit c'est peut-être un peu le bordel. C'est peut-être mieux porte-parole du gouvernement. Il a peut-être eu raison. Olivier Grégoire, qui n'a pas fait le job comme il se devait selon ses chefs, se retrouve quand même dans un petit poste sympa. En fait, c'est un jeu de chaises musicales, Sabrina, ce gouvernement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il a pris les mêmes, on recommence. Ouais. Pour la plupart. Quel est le signal et le message envoyé aux électeurs? Mais le signal, c'est je vous emmerde. C'est ça le signal en fait. C'est ça. Et je fais abstraction du Parlement, je fais abstraction de tout ça. Je suis Monsieur Jupiter et je vais continuer ma politique, bien sûr, qui vient tout droit, qui émane tout droit de l'Europe. Il a ses petites feuilles de route, il a 80 milliards à faire d'économies. Donc là, c'est parti pour l'hôpital public, l'école. Là, on va en prendre cher, parce que là, quand même, recruter des profs en limite speed dating. Ouais, c'est ça. Non, franchement, là, c'est pas de l'ultralibéralisme. Là, c'est du n'importe quoi. Donc, 80 milliards qui doit aller trouver dans les caisses. Les Français vont devoir payer. Et puis, bien évidemment, la retraite à 65 ans que personne ne veut quand même. L'hôpital, Sabrina, le nouveau ministre de la Santé. Alors, le ministre de la Santé, il a eu déjà une première mission juste avant les législatives. Justement pour repousser donc la reconstruction de l'hôpital public. Donc là, clairement. Il a parlé d'urgence ce matin. D'urgence. Non mais tu te rends compte qu'il a dit que les urgences devaient être fermées la nuit. Non mais on va où là? Non mais là, la casse de l'hôpital public, ça va être une catastrophe. Préparez vos cartes bleues. Ouais. Ismaël. Oui. Sachant qu'il y a peut-être une nouvelle vague, une 7e, 8e, 10e vague qui arrive. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce nouveau gouvernement et la stratégie qu'il souhaite adopter. Quel est le message envoyé avec ce nouveau profil de gouvernement, mon cher Ismaël? Oui, mais quand Sabrina dit que le message, si on veut le résumer de manière très concrète et sans tourner autour du pot, c'est effectivement « je vous emmerde ». Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, moi, ce gouvernement me scandalise au plus haut point.
C'est-à-dire qu'on a un mélange de tout et de n'importe quoi. Un Macron qui essaye à la fois de permettre à Coquerel d'être élu président de la commission finances. Derrière, 2 vice-présidents RN sont élus grâce aux voix de la Macronie. Et ensuite, on nous fait un bulletin commun, La République En Marche, les Républicains, pour avoir Éric Ciotti et Éric Woerth comme questeurs. D'ailleurs, je précise que ces deux-là sont poursuivis pour fraude et pour avoir perçu notamment de l'argent de M. Kadhafi dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy. Paix à son âme. Paix à son âme, exactement. Et puis là, au gouvernement, il nomme des proches d'Édouard Philippe et de François Bayrou. C'est la République des copains, en fait. Mais bien sûr, c'est à la fois la République des copains et des coquins aussi. C'est pas mal trouvé, pour le coup, je le reprends avec grand plaisir. Mais là, concrètement, moi, il y a aussi un autre scandale que je veux soulever. C'est-à-dire que il y en a ras-le-bol de cette hypocrisie à 2 balles. Quand on voit qu'on vire Damien Abad, pour l'exemple, concrètement, que fout Darmanin encore dans ce gouvernement? Que fait madame, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Zakharopoulou, au sein du gouvernement, alors même que lorsqu'elle était gynécologue, tu l'as rappelé tout à l'heure, elle a été poursuivie à 2 reprises pour viol. Donc concrètement, soit on a une ligne de conduite et on s'y tient, soit on veut faire de la com et on parle de celui dont tout le monde parle aujourd'hui, à savoir Abad, et on le vire quand même à malpropre. Moi, je trouve que c'est même quelque part de l'ingratitude d'Emmanuel Macron, parce qu'on rappelle quand même qu'il lui a fait de l'œil pendant des mois, au point de le faire démissionner de son poste de président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale sur la précédente législature. Et aujourd'hui, il le vire de cette manière-là. Moi, concrètement, et en même temps commence à me gonfler très sérieusement, et j'estime que ce casting fait peine à voir. Et je reviendrai juste sur un point. Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Oui, comme tu l'as rappelé, il y avait à l'époque quand même, et pas très longtemps, il y avait un ministre des Outre-mer, avec des figures des Outre-mer qui représentaient les Outre-mer. Oui. Déjà, en termes d'image, on est en train de faire en sorte qu'un métropolitain vienne représenter les Outre-mer. Il n'y a quasiment aucune diversité dans ce gouvernement. Et concrètement, ça insinue quoi? Est-ce que ça insinuerait que les DOM-TOM ne font pas partie du territoire national? C'est une véritable question en termes de sémantique qui se pose. Moi, ça m'inquiète. Et c'est aussi un espèce de... Enfin, il y a des relents un peu sécuritaires là-dedans. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'on regarde les habitants des DOM-TOM comme étant des habitants à problème qui dépendraient directement du ministre de l'Intérieur? Je trouve ça totalement scandaleux. Et effectivement, pour reprendre les mots de Sabrina, c'est du grand n'importe quoi. Et puis, quand on sait qu'au moment de la crise des Outre-mer, quand il demandait de l'eau potable, etc., qu'est-ce qu'il a fait, M. Darmanin? Il a envoyé le GIGN. 2000 policiers en plus, les CRS, etc. Donc si c'est comme ça qu'il va gérer les Outre-mer, eh bien bon courage et bonne chance aux Outre-mer. Et puis en totale solidarité. Et en plus de ça, c'est peut-être une punition parce qu'effectivement les Outre-mer ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Gamal Abina, on aura ton ressenti dans un instant et je voudrais qu'on parle de l'hôpital. Faut-il lancer pour une bonne fois pour toutes un plan Marshall pour sauver l'hôpital? Parce qu'il y a urgence, il a raison le ministre. Oui, mais il y a urgence à sauver les urgences, à sauver l'hôpital, à réintroduire tout le personnel qui a été viré. 15 000 ont été virés. Dingue. Voilà, c'est dingue. Et aujourd'hui, on ferme des lits, on ferme des services, on ferme des urgences. Et pas n'importe quelle urgence. On ferme des maternités. Non, mais il ferait mieux de fermer autre chose, surtout en ce moment. Ah oui. En tout cas, on va fermer nos bouches pendant 2 minutes. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Sabrina Nouri, Ismaël Boudjekada et Gamal Abina. Gamal, le message envoyé par le gouvernement ce matin, ou plutôt par Emmanuel Macron, qui nous a proposé ce nouveau casting, nous dit-on, on dit que c'est un gouvernement d'action, un gouvernement d'ores et déjà au travail. Ah bon? Oui. Oui, c'est bien, tu utilises le terme parfait, casting, c'est un casting. On parle de technocrate, Borne serait une technocrate apparemment, mais dans les faits, il fait du bis repetita. Les figures les plus controversées, à savoir Darmanin et Schiappa, sont de retour. Donc là vraiment, on est dans un gouvernement d'action qui est plutôt au ralenti. Et pour être simple, moi ce qui m'inquiète, on parlait tout à l'heure de racisme, ce qui m'inquiète c'est quoi? C'est effectivement la question des Outre-mer représentée par un Européen, enfin par un Européen, d'origine algérienne. Mais pas un Antillais, c'est pas normal. Et ensuite, surtout, il faut pas oublier un truc, c'est qu'en 5 ans de l'Assemblée, où Macron avait, à l'époque, fait quelque chose de formidable, il avait ouvert l'Assemblée à ce qu'on appelle la diversité, donc on traduit les gens d'origine africaine, eh bien ça a reculé, on est passé de 38 à 32 députés. Et c'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser, et moi je pense que c'était bien dans l'heure.
Oui, mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un recul inquiétant avec une montée puissante du Front National. Là, on a grignoté les gens de la diversité, et ben, c'est le FN qui a pris la place. Donc, le grand remplacement, il existe, mais c'est à l'Assemblée et c'est en faveur du FN. Chiffre pour les franco-maghrébins, 15. Non, on parle en général africain. Okay. Parce que franco-maghrébin 15, et on le doit principalement, et en grande partie, à la NUPES. Oui, enfin... Ah oui, Macron et les deux, Macron et NUPES, ils ont fait le travail en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que, je dis simplement, c'est qu'on est passé de 38 à 32, avec un FN à 89, sans proportionnel. Donc il faut se poser la question de savoir que sera le FN dans 1 an, dans 2 ans et dans 5 ans. Et je pense que le tremplin est préparé pour qu'ils arrivent au pouvoir. Ouais. Oui, Sabrina. Moi, je dis simplement que à chaque élection, il y a une abstention qui nous dévore. Et malheureusement, je suis désolée de le dire, mais les gens issus de la diversité s'abstiennent. Ouais, et donc, le résultat des courses, il est là. On a beau dire qu'il faut aller voter, préparez-vous. Vous avez quand même vous avez des candidats de qualité. Enfin, je veux dire, si on reprend toutes les investitures de la France Insoumise, de la NUPES, appelez comme vous voulez, enfin, il y avait quand même des candidats de très, très grande qualité dans certains endroits qui n'ont pas été soutenus. Donc, moi, je trouve ça dommage. Il nous en manquait en plus pas beaucoup. Pour ces législatives, pour qu'on arrive à avoir un Mélenchon Premier ministre. Ouais, donc, quand même, pas mal quand même. Si tu rapportes ça en pourcentage, franchement, c'était pas énorme. 0,2 à 0,4%. Voilà, c'était pas énorme, c'était possible. Franchement, c'était possible. C'était pas du tout c'était pas une illusion cette idée de Mélenchon Premier ministre, bien au contraire. Maintenant, on va gouverner avec ça, quoi. On a ce qu'on a. Donc, je vais pas dire on a ce qu'on mérite, mais presque. Mais il y a un truc intéressant. Tu viens de souligner une question intéressante. L'abstention ne profite pas à l'extrême gauche, mais à l'extrême droite. Ça, c'est intéressant. Ça qu'on pensait que les deux extrêmes se valaient, c'est pas vrai. Sur le terrain de l'abstention, c'est l'extrême droite qui en profite. Bien sûr. Sabrina, faut-il un plan d'urgence pour l'hôpital ? Un plan Marshall. Il faut plus qu'un plan d'urgence. Là, faut mettre l'argent sur la table, point. Faut réorganiser. Mais ça suffit pas l'argent. Non, mais faut le trouver. Comment ça suffit pas Comment ça suffit pas pour réorganiser l'hôpital? Non, mais les quartiers populaires, on a injecté des milliards et des milliards. Pourquoi rien? Mais attends, c'est injecter et injecter. Ça suffit pas l'argent. Non, mais injecter. Non, mais il faut de l'argent. Il faut de la volonté derrière. Il faut de la volonté politique, il faut de l'argent, mais aussi il faut un plan. Oui, voilà, c'est ça. Il faut un plan. Oui, les quartiers ne pas faire n'importe quoi, parce que les milliards que Macron a posés sur la table pour sauver les soi-disant. Non, ça commence avant. Non, mais soi-disant sauver les entreprises, il y a eu énormément de dividendes qui ont été versés au détriment de l'emploi. Il y a eu les comme on les appelle, les profiteurs de la crise. Ça n'a pas été. C'est l'argent donné de l'État, les profiteurs de la crise. Donc aujourd'hui, c'est comment tu utilises l'argent qui est alloué à l'hôpital public. Maintenant, si c'est pour enrichir encore ceux qui sont déjà aux manettes, c'est-à-dire faire que l'hôpital est une entreprise, je rappelle que l'hôpital ne doit pas être géré et traité comme une entreprise. C'est un service public, il ne doit pas être rentable. Donc à partir du moment où tu as dit ça, l'argent, tu l'injectes et puis tu fais ce qu'il faut pour que les infirmières, elles soient bien payées, pour qu'il y ait du personnel, on réouvre des lits, etc. etc. Parce que là, la crise de l'hôpital public, c'est dès cet été. Après Christophe, sur l'histoire des banlieues, les banlieues, on a injecté des milliards pour faire des façades des immeubles, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu de plan social dans les banlieues. Il n'y a pas eu de plan de création d'emploi, il n'y a pas eu de plan de fixation d'entreprise. C'est juste de la décoration. Que l'argent ne suffit pas, il faut un plan derrière, il faut une volonté politique. Et l'autre aspect, c'est le plan Marshall. N'utilise pas ce terme parce que le plan Marshall, c'est un plan d'endettement que les Américains ont fait remarquable pour flinguer l'Europe pendant des décennies. Il ne faut pas un plan Marshall, il faut un plan de solidarité nationale pour faire en sorte qu'effectivement la santé intéresse tout le monde. Je rappelle que le Covid, on l'a tous chopé. Il se trouve dans ma famille un nouveau Covid. Il n'y a pas que ça en plus. À part les miraculés au positif, mais en général on l'a chopé. Mais pour dire que dans tous les cas de figure, c'est bien, Sabrina a dit une chose essentielle, c'est le seul mot qui compte. La santé n'est pas rentable. On n'est pas là pour faire de la rentabilité, on est là pour sauver, c'est tout. Ismaël. Oui, non. Est-ce qu'il faut un plan de solidarité pour reprendre les propos de Amina? Je préfère cette expression, puis qui plus est, on les connaît, les grands effets d'annonce d'Emmanuel Macron, qui aime bien, comme là, il nous crée le Conseil national c'était quoi, de la résilience, non, de la rénovation. Je sais plus, enfin bref, CNR pour prendre Conseil national de la résistance, ça se rattache à ça. Maintenant, on connaît ces grands effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucun acte. On se rappelle de Make Our Planet Great Again, et en l'occurrence,
pour le coup, on peut pas dire qu'il soit au rendez-vous de la transition énergétique. Donc partant de ce principe, le fait que ça sort déjà de la bouche du nouveau ministre de la Santé qui a décidé de se rallier à Emmanuel Macron et son gouvernement d'opportunistes en fin de carrière, je me méfie quand même grandement, surtout que le type, ça me fait mal, c'est un urgentiste qui sait pertinemment ô combien Emmanuel Macron a fait du mal. Moi, je pense que déjà la priorité, avant de nous parler d'injecter des fonds qui sont plus que nécessaires, et ça on l'entend depuis des années, c'est déjà de commencer par réintégrer les 15 000 soignants qui ont été foutus dehors comme des malpropres. Des gens qui, pour certains, ont perdu la vie parce qu'on les a envoyés au front sans blouse, sans masque, sans gants et compagnie. Et aujourd'hui, on vient leur donner des leçons et les foutre dehors et foutre en l'air leur vie. Moi, je trouve ça scandaleux. Donc, commençons déjà par réintégrer ces gens et ensuite, on viendra nous donner des leçons sur la manière dont il faut gérer l'hôpital public. Et si, d'ailleurs, le ministre de la Santé cherche quelques petites bonnes idées, je l'invite véritablement à ouvrir les fameux carnets de l'Union populaire et notamment celui qui concerne la santé parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui pourraient être Sabrina, reprises. Il y a C'est participé, pas utopiste. Si Tout à fait, je fais partie de l'espace programme et j'ai contribué à écrire le programme de. Est-il utopique du coup, programme santé? Il n'est pas du tout utopique, Merci, il est très réaliste, il est chiffré, et on peut le financer. Il n'est pas finançable. Je mets au défi n'importe quel leader de la France Insoumise de m'expliquer comment il finance. On a fait une émission. On a fait une émission en 2017 de 5 heures. On a recommencé encore en 2022 de 4 heures. Je les mets au défi. On a des économistes. Non mais t'es économiste. Il faut de vrais économistes. Même le MEDEF valide. Même le MEDEF. Mais oui. Je vais répondre. Je suis un passionné d'économie et j'ai fait 10 ans de finance. Mais le MEDEF, entre passion et professionnel, il y a un gap. Il n'y a pas professionnel. Je suis passionné d'économie et j'ai fait 10 ans de finance de marché. Donc pas à moi l'économie. J'attends un type de la France Insoumise qui explique comment on va trouver les fonds pour financer les dépenses. Et ils ne peuvent pas le faire parce que le pays est surendetté. La seule réponse que j'ai entendue, c'est on va recourir à on arrête les dettes. Ça suffit, cette histoire de la dette là. Alors il faut justement. Tu connais la dette. Peur aux gens. Il y a la loi Pompidou-Giscard que tu connais. Et en l'occurrence, à l'époque, on a permis à nos créanciers, parce qu'on empruntait à la Banque de France à des taux nuls, et là, en l'occurrence, on a permis à des créanciers extrêmement peu nombreux de pouvoir nous prêter avec des taux excessifs. Et eux se rendent compte aujourd'hui que la dette est irremboursable, puisqu'ils nous prêtent désormais, et de plus en plus régulièrement, à des taux négatifs. Ça veut dire qu'on rembourse moins que ce qu'on emprunte. Bien sûr que si. C'est factuel. Pour moi, ça démontre que clairement, ils l'ont compris. Non, pas du tout. Pour moi, c'est ça. Il y a 5 personnes dans ce pays qui possèdent autant que 27 millions. Mais quel rapport? Tu cherches de l'argent, nous on va t'en trouver. Mais non, mais c'est finançable. Non, c'est faux. Mais le financement de la France se fait par des fonds et des capitaux internationaux, je suis d'accord. Les taux ont été baissés par la Banque centrale américaine, la Fed, qui est indépendante d'ailleurs, je le rappelle, pour obtenir plus de liquidités sur les marchés internationaux. Et la France ne bénéficie pas d'un tarif préférentiel, elle a été dégradée par les agences de notation. Moi, j'invite Christophe à faire une émission spéciale là-dessus, où on parlait de technique et on va vulgariser l'économie. Parce que c'est vrai que. Non, mais attends. Parce que non, mais là tu dis quelque chose d'intéressant. C'est essentiel. C'est pourquoi Christophe, parce que quand tu parles en milliards, ça parle à personne. Moi, j'ai fait un débat une fois face à Ségolène Royal où j'ai ramené des valeurs en milliers et en dizaines de milliers d'euros. T'as dû la perdre là, quand même. Je l'ai pas perdu. J'ai crucifié en direct parce qu'elle pouvait pas mentir. Parce que j'expliquais à quoi correspondait la dette et quel était le budget de la France. Et quand on ramène en centaines de francs ou en milliers d'euros, à ce moment-là, les gens comprennent immédiatement. Ils comprennent l'arnaque. Donc, faut pas se tromper. Ce que tu dis, c'est pas que la France est favorisée, qu'elle a plus d'argent. C'est que tous les pays sont en train de recourir à la dette de façon excessive parce qu'aujourd'hui on est dans une économie de dette. Et tu sais mais donc pour toi, un pays qui est mal noté par les agences de notation, donc serait quelque part mieux traité? Non, moins bien traité. Ah ben justement, moins bien traité. Absolument. Ce que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, dans ce cas-là, puisque la France a été mal notée, comme tu le dis, par les agences de notation, comment cela se fait-il? C'est faux, ça coûte plus cher. Comment cela se fait-il qu'on lui prête à des taux d'intérêt négatifs? Non, elle paye plus cher que les autres. Les autres payent encore moins cher qu'elle. Les taux d'intérêt négatifs sont applicables. Quand même. Des taux négatifs avec des autres qui ont des taux négatifs encore plus négatifs. Ouais, puis la dette, t'es gentil la dette, mais le quoi qu'il en coûte, on s'en tapait complètement de la dette. La dette, c'est irremboursable, Gamal. Alors, non mais juste, alors je ne peux pas rembourser le quoi qu'il en coûte n'a coûté que 200 milliards. C'est un prétexte pour mener des politiques d'austérité. Alors moi j'ai une info quand même. C'est un prétexte pour mener des politiques d'austérité. J'ai juste une info très rapide. Et faire les poches aux gens, voilà. Alors une info rapide. Voilà, très rapide. Je rappelle quand même que quand Varoufakis et Tsipras étaient
aux manettes en Grèce pour restructurer leur dette publique, parce qu'ils commençaient à négocier avec la Commission, avec leurs créanciers, etc. Ils ont été voir François Hollande, soi-disant de gauche, pour lui demander d'appuyer justement cette volonté, ou plutôt cette proposition de restructurer leur dette. On a attendu que la Grèce soit au fond du trou, que les gens crèvent la dalle pour commencer à faire quelques efforts. Donc la réalité, c'est que moi, c'est l'analyse que j'en tire. Et concrètement, quand on se rend compte qu'on a effectivement été abusé par des créanciers pendant des années et que tous les économistes de tous bords s'accordent à dire que cette dette est irremboursable, il est peut-être venu le temps de la restructurer. Là, je suis d'accord. Par contre, sur la Grèce, tu te trompes. Bon, la Grèce a été liquidée économiquement parce que l'Allemagne, qui ne voulait pas. Tout ce qu'il dit, c'est que Hollande n'a pas voulu soutenir, déjà il était tout seul. Hollande n'existe pas. Il est finançable. Le seul pays qui dirige en Europe s'appelle l'Allemagne. Hollande mais on parle du binôme franco-allemand et en l'occurrence, la France aurait pu faire un bras d'honneur. Sabrina te dit qu'il est finançable. Oui, parce qu'on va créer de l'emploi. Parce qu'on va investir, on va créer de l'emploi et surtout on va taxer les riches. Ça c'est nul. Alors je vais t'expliquer ça. Elle l'a dit avec un petit rictus. Il est 18h04. Laisse-moi avec ma citation, s'il te plaît. Quoi ? Non mais c'est bon, on est en retard. Je vais pas engueuler.